Oui, les copains. Bonjour, bonsoir et peut-être même bon appétit et bienvenue dans Pop Arthur, le podcast créé pour assurer les bases indispensables de pop culture pour Arthur et vos enfants et leur prouver qu'il y a un monde après Petit Ours Brun. Arthur, c'est mon petit garçon de 2 ans, un petit poulet qui fait déjà plein de blagues, adore le rock et les blagues de prout, le portrait craché de son père donc, et en tant que papa, il était important pour moi qu'il puisse différencier Love Story de Nice People, les bases quoi. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser plein d'autres parents. Alors à chaque épisode, on partira d'un sujet de pop culture. On se souviendra, on disséquera, on analysera, on dira que c'était mieux avant dans la mauvaise foi la plus joyeuse, mais surtout on se posera la question ultime, est-ce que ça fait partie des bases indispensables à transmettre à nos enfants ? Aujourd'hui, on va parler télé-réalité. Quels sont nos meilleurs souvenirs d'émissions, celles sur lesquelles nous étions scotchés devant le canal 24/24, et on se demandera si, alors que notre génération a connu la révolution de télé-réalité, une autre révolution est à prévoir pour nos enfants. Et pour m'aider aujourd'hui, je serai accompagné d'une équipe d'acharnés de pop culture, de spécialistes du sujet du jour, ou juste des gars qui passaient par là pour boire des bières. Elle est ma Nabila, je suis son Thomas Vegara, c'est la maman d'Arthur, Laurie. Salut Lolo. Salut. Non, c'est pas lui, il a pas volé l'orange, c'est tonton Alban. Salut Alban. Salut David. Lui, c'est pas piscine avec Jean-Édouard, mais plutôt jacuzzi avec cigare, c'est tonton Antoine. Salut Antoine. Bonjour David. Et enfin, quand il regarde les ch'tis versus les Marseillais, il ne sait jamais pour qui voter, parce que lui, c'est un vrai fraté, mais il vient de Marèche. C'est tonton Axel. Salut Axel. Salut fraté. Alors, comment ça va ? Vous êtes chaud ? Chaud. Tout le monde est à peu près motivé. Il est très tard, il faut le savoir. On a attendu une certaine personne qui n'avait pas regardé un certain truc. Après, en même temps, l'épisode 2, je n'étais pas présent, je l'ai très mal pris. Il attaque déjà. Donc, excuse-moi de plus m'intéresser vraiment à ce podcast. Ça y est, donc. Il faut savoir, voilà, ça y est, ça fait 3e numéro de Pop Arthur. Le succès est complètement au rendez-vous. Alors qu'on vous parle, on vient de lancer le premier épisode. On est déjà à 90 écoutes. C'est un succès phénoménal. Incroyable. Et il y a déjà une ambiance de merde dans le groupe. Ça y est, c'est déjà, il y a déjà des égos. Il y a des dissensions aussi. Voilà, c'est devenu n'importe quoi. Enfin, ce qui était vraiment un beau projet de départ, s'est transformé en pugilat incroyable. Après, c'est toi qui as fait les équipes et qui a voulu changer dès le 2e épisode. Oui, non, mais alors si vous avez écouté l'épisode numéro 2, vous le savez déjà. On refera plus jamais équipe avec ces personnes. Voilà. Non, je rigole. Salut Thomas et Morgane si vous nous écoutez. Non, il était sérieux. Alors, vous êtes chaud ? Totalement. Allez, bah, on commence tout de suite avec le C'est quoi ça papa ? Quoi ça, papa? Le C'est quoi ça papa ? C'est la rubrique où les chroniqueurs viennent avec leurs souvenirs sur le sujet du jour et donnent leur avis. Est-ce qu'il faut absolument qu'Arthur et vos enfants y jettent un œil pour devenir des adultes cool ? C'est les 20 ans de la télé-réalité en 2021, c'est officiellement les 20 ans de la télé-réalité. Et la télé-réalité, ça a commencé avec quoi ? Ça a commencé avec un petit générique qui faisait comme ça. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Delphine, David Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 10 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. Et là, je me rends compte que moi, je me souviens de tous les candidats. C'est assez incroyable, assez triste quand même. Alors, Est-ce que je peux me permettre de te contredire sur un truc ? C'est pas la première télé-réalité en France. ça y est. Alors du coup, Oh. ça y est. ouais. Déjà. J'ai fait mes petites recherches. Non, mais là, ça y est. On invite les bonnes femmes à faire un podcast et c'est déjà n'importe Et quoi. ça nous emmerde déjà. En Non, fait, merci Laurie d'être là. C'est incroyable d'avoir ta présence. Parce que c'est vrai que, moi, au départ, t'étais pas chaude pour faire le podcast et puis maintenant, t'adores ça. C'est. Pistonné. Oui, non, bah ok. En fait, je Apparemment, l'oblige. ça- Je l'oblige parce que De coucher avec l'animateur, ça crée des passes droits. les premiers retours de Pop Arthur, c'était ah tiens, encore un podcast avec 3 hommes blancs trentenaires, il y en avait pas assez. Alors du coup, bah hop, on rajoute une Laurie et tout de suite ça va beaucoup mieux. On C'est- t'écoute Laurie du coup. c'est pas la première émission de télé-réalité en Ouais, France. bien sûr que si tu dis Et n'importe bah bien quoi. sûr que non. En fait, avant ça, il y a eu Aventure sur le net sur TF6. C'est avec C'est Sandra Bullock. C'était en 2001 aussi, mais c'était avant le Loft. Ah ouais? Et c'était sur TF6, donc on n'avait pas la chaîne, je pense, tous autour de cette table. Ah, peut-être Peut-être Antoine.
Oui. Et c'était du coup 3 équipes qui étaient dans 3 appartements différents, donc on suivait chacun des appartements. C'était une couleur par appartement, je crois que c'est les violets qui ont gagné, bon, comme on sait pas qui c'est, on s'en fout un peu. Et en gros, ils devaient faire des épreuves pour gagner de l'argent, pour pouvoir commander des trucs en ligne, ce qui permettait de meubler leur appartement. Ça avait pas l'air passionnant, mais en tout cas c'était ça la première émission de télé-réalité en France, c'était pas le loft. Il y avait internet en 2001 ? Bah écoute, apparemment. Puisque ça s'appelle Aventure sur le net, je suppose qu'il y avait internet. À l'époque, ça devait être super moderne de faire un truc avec internet. J'imagine déjà les transitions dans l'émission, ça devait être trop bien. Il devait y avoir des trucs à la Matrix et tout, ça devait être cool. Et on aura appris quelque chose parce qu'en fait, Love Story, c'est vraiment le truc ultra populaire qui a vraiment lancé le truc. Mais je savais pas du tout que cette histoire de. Ça a quand même, la télé-réalité a quand même 20 ans parce que c'était quand même en 2001, mais c'était un petit peu avant Love Story en fait. Sauf que ça a pas marché. Mais c'était une télé d'enfermement. Oui, parce qu'il y avait 3 équipes enfermées dans des appartes qui devaient meubler via internet quoi. C'est passé à l'oubli total quoi. Ouais, c'est rigolo. Et toi, Antoine, ça a commencé avec Love Story ou pas? Laurie me fout sur mon intro, parce que bon, du coup, Love Story n'est pas la première émission télé. Mais la seconde. Et voilà. Mais alors, du coup, c'est quoi, Antoine, la première émission ? Moi, ma première télé-réalité, c'est la deuxième, en fait, télé-réalité qui est sortie en France, c'est Loft Story, présentée par Benjamin Castaldi sur M6. Que oui, quel concept génial, enfermer 11 personnes dans un loft. En fait, c'est quel concept génial. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça maintenant? Je sais pas, mais à l'époque, on suivait le truc comme si c'était une série télé. C'était génial, c'était une révolution. Ce qui était fou aussi, ce qui était rigolo, c'était un petit peu les profils qui avaient été recrutés à l'époque. T'avais Loana, la bimbo, t'avais Aziz, le karatéka fan de Jean-Claude Van Damme. Qui a rencontré d'ailleurs Jean-Claude Van Damme. Grosse émission, c'était en prime time à l'époque. Je me souviens plus, c'était le jeudi, il me semble, non? Vous vous souvenez? Ouais, Aucune idée, je n'avais pas M6. Love Story, c'est génial. C'était génial. Après, premier souvenir, je trouve que c'est compliqué parce que en 20 ans, on a tellement vu de rediff, de best-of. Je pense qu'on se souvient un peu trop de finalement des moments un peu cultes et on a l'impression que c'était génial, qu'il se passait toujours des trucs de folie. Ouais. Et alors qu'en fait, non. Il filmait les poules. Les poules qui ont vécu une longue et belle vie, je crois. Ah, c'est Drucker qui les a Oui, récupérés. c'est ça, voilà, je cherchais Drucker, ouais. Pas partir, c'est avant tout des infos. Drucker qui était spécialiste pour adopter les animaux de télé-réalité parce qu'il a aussi adopté plus tard des chèvres et des boucs de la ferme Célébrité. Faut le savoir. Elle a bien travaillé le dossier. On va peut-être un peu loin, là. Non, mais c'est bien, au moins, il y en a une qui a travaillé. C'était pas tout le temps divertissant parce que moi, j'étais abonné à la chaîne 24/24. Allez, monsieur le riche, ça y est, condescendance. Je peux vous dire que des fois, il se passait rien. Même souvent, il se passait rien. C'est ce qu'il racontait. Enfin, t'imagines le boulot des monteurs pour la quotidienne tous les jours. D'ailleurs, qui passait à 19h pour concurrencer le Big Deal. Et t'imagines le boulot de tous les jours pour essayer de trouver. Alors qu'en fait, les mecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en soirée H24. Donc, ils se levaient à midi et ils bouffaient de leur tartine de Nutella à 15h. Puis après, ils glandaient autour de la piscine. Ouais, c'était c'est pas ça. passionnant, quoi. Et puis, ils le disaient même. De toute façon, ils passaient leur temps à pioncer, à rien faire, à piquer un petit nez dans la piscine. Et puis voilà. Sauf justement au jour fatidique, le premier week-end où il se passe quelque chose avec Loana et Jean-Edouard dans la piscine. Donc ça, c'est ce qui a fait évidemment connaître le programme parce que qu'est-ce qui fait connaître les trucs? Et d'ailleurs, on va bientôt s'y mettre dans Pop Arthur. C'est le cul. Forcément, c'était un peu le côté sulfureux avec Loana et etc. Je rigole parce que là, pour les 20 ans, on a encore vu Jean-Edouard qui revenait sur l'affaire 20 ans après. Et le gars, il est super connu juste pour avoir tringlé une fille dans la piscine une soirée, tu vois. Quand il avait c'était 20 la première ans. fois que tu voyais ça, quoi. C'était comment? Du Du cul, quoi. Du cul en direct, quoi. direct. Bon, Laurie, vas-y, parle un peu parce que là, on sent plus. Là, il y a une espèce d'effluve d'hormones qui me vient. Là, j'ai très chaud. Donc toi aussi, ça t'intéressait le cul en direct, Laurie ou... Pas non. Mais je pense que Love Story, on a l'impression que c'était génial et effectivement, en fait, on se souvient tous des 3 mêmes souvenirs, sauf que ça a duré des semaines. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que pendant des semaines, il s'est rien passé. Il s'est passé 3 trucs cool, la piscine et 2 répliques cultes et voilà, on a l'impression que c'est un programme culte alors que ça l'était pas. Un hymne de folie aussi. Ah, tu veux l'hymne de la folie? Allez, vas-y, balance. Allez, c'est parti. Ouais, ça, c'est encore de la bonne musique. Et oui, tu sais, 2 mois dans le love, ça change toute une vie. Si tu te sens prêt pour une love story et que t'es ok, Ça va rester dans la postérité, tout ça. Ouais, Cool. Allez, c'est ta gueule.
Toi, du coup, ça t'intéressait pas. Moi, je me souviens vraiment que c'était un truc culte où moi, j'écoutais beaucoup Fun Radio. Donc, Max à l'époque. Et j'ai plus de souvenirs de la saison 2 du Loft parce que j'étais vraiment plus au taquet. Mais moi, j'ai vraiment vécu ça en mode phénomène de société où tout le monde en parlait. Toutes les politiques en parlaient. Enfin, c'était vraiment le truc du moment parce qu'en plus, il se passait pas énormément de choses. Oui, mais c'est ça, mais au final, il se passait rien. Et en plus, c'était vraiment le phénomène de société et le côté étude de caractère. Et en plus, c'était, sauf dans Arnaque sur le net, enfin je sais plus quoi, Aventure sur le net. Ça c'est Bernard de les Villardières. C'est vraiment le truc où c'était la première fois où on était tous au taquet et moi je suivais vraiment ça comme une série télé. Et donc du coup chapeau bas au monteur, au scénariste entre guillemets de l'émission. En 2001, alors attends, j'avais 12-14 ans, je sais plus exactement, mais T'avais 15 ans. ouais, ah ouais, plus, merde, 15 la vache. Mais je suivais ça comme si c'était des grands frères, tu vois. Super le modèle. Exagère pas non plus. Mais si, vraiment, moi je suivais ça comme ça en mode c'est mes potes et je regarde ce qu'ils font. Et effectivement, David était très seul pendant son enfance. Mais c'était les idoles des années 2000, hein. De toute façon, les candidats télé. Et puis, ceux qu'ils ont sortis, ils sont sortis au bout d'une semaine, c'était déjà des stars qu'on les voyait dans la superbe pub Matmut. Non, MMA, c'était MMA. Mais moi c'est pareil, enfin j'étais à fond, je suivais à fond, sauf que maintenant en fait on regarderait les épisodes, ah oui, non, mais on se rendrait compte qu'il se passait rien. Mais c'est un peu comme dans toutes les nouvelles télé-réalités de maintenant. Bah si, il se passe plus de trucs parce qu'ils font que s'engueuler. Si, mais parce que maintenant ils savent le métier de télé-réalité, quels sont les codes, qu'est-ce qu'il faut faire pour être vu, pour être filmé, pour être en permanence dans la lumière, quoi. Parce que ça, ce qui était intéressant avec le Loft, c'est que les candidats ils savaient pas. Comme nous en fait, ils savaient pas à quoi s'attendre. Et c'était naturel, quoi. C'était la Je pense qu'à la base, ça leur avait été vendu comme une émission de drague. C'était rencontrer l'amour. C'est ça, on célibataire, enfermé, c'est le but. Hein. Et du coup, ils savaient pas. Eux non plus, ils savaient pas du coup à quoi. Ils savaient pas à quoi s'attendre. Ils savaient pas qu'il y aurait autant de caméras. Ils savaient pas qu'ils seraient filmés autant H24. On sait pas qu'il allait avoir autant de leur nudité exposée comme ça. Jean-Édouard expliquait qu'en fait, quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Loana, eux, ils étaient contents parce qu'ils avaient réussi à se cacher des autres. En fait, il dit, on était sous la piscine, on était sous l'eau, donc on s'est dit c'est bon, personne nous voit. Et en fait, il avait pas capté qu'il y avait juste des caméras partout et que du coup tout le monde était en train de les jeter, surtout les gens riches du coup qui avaient la chaîne qui ont vu ça en live. Toi tu l'as vu en live, hein. Non, on l'a pas eu tout de suite. Ah ouais, c'est après. Ouais, c'est après on s'est dit c'est vachement bien. On va acheter. C'est ton père qui a dit ça faut l'acheter, des trucs sympas à voir. Mais du coup maman qui était fan de télé-réalité. Ouais, c'est marrant. Elle l'est toujours ou elle l'est toujours. Bonne consommatrice de télé-réalité. Mais du coup la première émission du Loft, elle a cette fraîcheur là qu'ont pas eu les autres émissions derrière, que les candidats ils étaient innocents. Bon, j'irai pas jusque là quand on en voit certains, mais ils savaient pas à quoi s'attendre et ils étaient naturels. Je pense qu'ils étaient relativement naturels. Après a priori, ils étaient alcoolisés. Il y avait pas mal de choses qui leur étaient données pour qu'ils se lâchent un petit peu et qu'ils se désinhibent un peu. C'est ça. Et c'est bien connu que en gros tous les soirs c'était soirée, donc du coup forcément tu fais la soirée, t'es alcoolisé, donc du coup il se passe des trucs à monter dans ton émission de quotidienne pendant le soir, et après le lendemain tu te lèves avec la gueule de bois, t'es fatigué, t'es irritable, et ça se bagarre pour des histoires de Nutella, et du coup hop ça te refait des images pour le reste de la journée. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est à quel point ça avait fait un tollé dans les médias à l'époque. Il y avait eu des manifestations devant le Loft qui disaient libérez au moins les poules. Ouais, et des camions entiers de fumier déposés devant M6. Moi je m'en souviens vraiment comme ça, c'est-à-dire vraiment le phénomène de société. Je ratais pas du tout le zapping chaque jour, parce que sur le zapping t'avais peut-être 3/4 d'images qui venaient du Loft en fait. Et après de gens qui réagissaient au Loft, c'était vraiment un truc à voir à ce moment-là où on parlait que du Loft tout le temps. Ça a créé des carrières, notamment Benjamin Castaldi qui était pas super connu à l'époque. Ouais, il avait tout de même un début de carrière dans Drucker, je sais plus. Studio Gabriel. Tu vois, ça l'a vraiment propulsé. Là il est une icône quoi. Ouais. Et maintenant c'est c'est ça. Maintenant c'est une icône. Benjamin Castaldi, le mot que je recherchais. Mais il y avait même des médias qui parlaient d'eux comme de victimes, quoi. Ils étaient enfermés, libérez-les, alors que les candidats, je pense pas qu'ils étaient malheureux non plus. Ils en ont fait un film Disney, du coup, libéré, délivré après. Non, mais à l'époque, on peut dire qu'ils étaient utilisés parce qu'il y avait pas de salaire. Oui, c'est ça. Il y avait peut-être un petit pécule, vite fait, quoi, mais c'était pas les salaires d'aujourd'hui, quoi. Comme un jeu. Ils étaient pas rémunérés. Maintenant, ils sont vraiment salariés, quoi. Ils ont vraiment leur journée de repos et tout ça, qu'à l'époque, non. Ils avaient qu'une heure. Ils avaient leur CSA, où du coup, ça filmait les poules ou les placards. Et c'est justement pendant leur CSA qu'ils avaient des substances ou des... Ouais, c'est ça. C'était pendant cette heure-là, en fait, où ça partait peut-être un peu en vrille. Je sais que dans le Secret Story, etc., ça se cache un peu plus au niveau de l'alcool. Mais à l'époque, tu voyais clairement qu'ils buvaient pas que de l'eau, quoi. Ouais, je sais plus à quel moment ils ont commencé à mettre effectivement des gobelets, des verres un peu opaque pour cacher tout ça, mais il me semblait que dans Love Story c'est déjà comme ça. Et donc vous, Axel et Alban, vous n'aviez pas Love Story, vous n'avez pas la 6. Donc du coup vous êtes passé complètement à côté. Totalement, oui. Malheureusement pour nous, on habitait Marèche, petit village du nord de la France à côté de Valenciennes.
Et malheureusement T'as pas pour de musique nous, triste à mettre. pas d'M6, Des violons. pas de Raon l'après-midi, Pas de turbo, pas de turbo, pas de film érotique du dimanche soir. malheureusement. Et du coup, c'est quoi ton premier souvenir de télé-réalité alors? Mon premier souvenir, moi, c'est TF1. J'avais TF1. C'est la Star Academy 1. Ah, justement, c'est ça. Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera. 84 jours de compétition. Ils sont 16 à vouloir devenir stars. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Et ça rappelle des souvenirs quand même. Vous Totalement. décidez. C'est limite kitsch maintenant, tu vois, mais c'est tellement des souvenirs, quoi. C'est ancré dans ton cerveau. T'es là tous les jours, tu regardais la quotidienne, t'avais le prime. Ah, donc t'étais vraiment fan. Bah, pas fan, mais c'était un événement, quoi. C'est une nouveauté, quoi. Moi, vu que j'avais pas Love Story, je n'avais pas vu Love Story. Forcément, ça, c'était ma première découverte de télé-réalité. Des candidats, des anonymes, quoi. La sélection qu'il y a eu au tout début. Il y avait 50 candidats au tout début, au premier prime, qui ont été sélectionnés. Et soit t'étais pris pour aller au château, ou sinon t'étais pas pris, quoi. Je me souviens plus de ça, moi. Si. Ouais. Absolument pas. 50, je crois, hein. Ah ouais. En tout cas, il y avait beaucoup de candidats. Et alors du coup, Jean-Pascal, il a été... Bah ouais, à mon avis, ça se jouait surtout au physique, à mon avis, Ouais. parce que quand certains que t'envoyais, bah... Ils ont pas tous chanté pour le premier prime. Je m'en rappelle plus, sincèrement, je m'en rappelle plus, quoi, mais à mon avis, Et- non, c'était juste physiquement, la présentation, et Non, voir si ça ils passait, ont fait quoi. ils ont fait venir sur le plateau les 50 personnes et puis un à un, ils ont Et un commencé à un, à dire ouais, ceux ouais. qui étaient retenus. Toi t'es beau, toi t'es moche, je dégage. Après, Jean-Pascal, c'était un peu triché. Hein. C'était couru d'avance. Parce que déjà, lui, ils avaient été le chercher. Ouais, et pour Ah, exprès, plusieurs pour, candidats ont été cherchés. pour- Jennifer aussi, il me semble. Non, je pense qu'elle avait passé le casting. Bien lui a pris, quoi. Alors, Bien du lui a coup, pris. rappelle-nous un petit peu le concept de la Starac. Alors, c'était, je sais plus exactement le nombre, 16 candidats, je pense, qu'ils devaient avoir, qui étaient enfermés dans un château. Mais Et du coup, pour devenir chanteur. voilà. Et là, il y avait toute Une école de formation C'est ça. avec autant d'instituteurs, le sport, le chant lyrique, Le et théâtre. la danse, le théâtre, Expression scénique. expression scénique également, oui. avec Armande. Non, ça, c'était le chant. Ah, C'était le chant, Armande. c'était avec Ah oui. Raphaël Ricci. Ouais. Raphaël Ricci qui était vraiment Les meilleurs tortionnaire, quoi. C'était les meilleurs moments de la Starac, quoi. À chaque prime, à chaque fin de Le prime. débrief. Le débrief. Et le débrief, là, il prenait cher. T'étais nul. D'ailleurs, T'es qu'une merde. D'ailleurs, il y a un débrief qui est absolument génial. C'est après cette prestation que moi j'adore. C'est vraiment le meilleur moment de la Starac pour moi, c'est ça. Bon, alors c'est Georges Alain. C'est la saison 2. Saison 2. Saison C'est pas 2, la Georges une. Alain. Et il essaie de chanter le Alors. SketchUp. C'est de l'espagnol apparemment. Et là, faut le voir arriver. Il danse pas. Il marche comme ça. Et Il fait arrive une mini chorégraphie. Et arrive le refrain. Il le dit Il pas. chante plus. On dirait un concert de Marilyn Manson. Et du coup, Là, dans les chœurs, il avait Nolo Leroy en Ouais. plus. Hein. c'est ça. Et Madomas, je Et crois. Madomas, ouais. Et elle essaye de l'aider, mais Mais sans succès, non, impossible. c'est compliqué. Moi, c'était assez rigolo cette histoire de Starac parce que faut savoir qu'il y avait un pacte de non-agression entre TF1 et M6 quand les premières émissions de télé-réalité sont arrivées dans les autres pays, et notamment Big Brother qui est l'ancêtre de Love Story. Quand c'est arrivé dans les autres pays, en France, les grands dirigeants se sont réunis en mode on fera pas de télé-réalité en France. Il y avait une espèce de poignée de main symbolique entre TF1 et M6 pour pas lancer la première télé-réalité. Et sauf que M6 a balancé le Loft, donc du coup eux qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la Starac. Et il me semble que entre le Loft et la Starac, Il y a t'as pas aussi beaucoup eu de mois. Popstar. Alors, Je suis pas est-ce sûr. que Popstar c'était Popstar, avant c'est après la Starac. Popstar, je c'est pense. après. C'est après. Mais du coup, je pense que ça faisait partie d'un plan d'M6 de. Bah, à mon avis, concurrencer tout de suite, quoi. Ils Voilà. ont vu qu'ils ont fait la Starac, allez tout de suite, Ouais, on va faire et- notre émission à nous. de Ou alors musique, ils avaient et- préparé la Popstar avant, mais tu Ou vois. peut-être c'est le TF1 qui Ouais. leur a grillé la priorité, C'est quoi. ça, et ce qui est assez rigolo, c'est que tu te dis, c'est impossible qu'en un été, ils aient sorti la Starac, quoi. Ça demande trop de moyens, trop de préparation, Bah de ouais, ouais, parce casting. que c'était un Donc budget ça veut de fou, dire qu'ils quoi. avaient déjà commencé à préparer. Ouais, avant. Puis après, bon, bien sûr, t'auras eu Koh-Lanta, etc., qui était plus télé-réalité aussi avant. Donc, forcément, le pacte de non-agression, ils l'ont bien foutu au shot. Mais ouais, la Starac, ce qui était bien, il se passait plus de choses déjà de base. Beaucoup plus de choses. Et en plus, toi, que t'étais au collège ou au lycée, T'es au collège, rentrais hein, chez j'étais toi. au collège. Mais du coup, quand tu rentrais chez toi, tu revoyais des gens qui faisaient des cours, en fait. Et tu les voyais galérer leur vie, quoi. Mais vraiment, ouais. Leur rêve, c'était d'être chanteur, mais c'était qu'un rêve pour eux, parce que franchement, ils avaient aucun talent, la plupart. C'était vraiment des mecs lambda, quoi. Bah, t'en avais qui avaient, Non. Qui était Sur la né pour saison ça. 1, franchement,
Non, quand T'avais un côté un peu plus amateur. Ils quand étaient même vraiment que les très saisons amateurs par rapport à les d'après, saisons où d'après. Les candidats avaient tous plus ou moins, Je comment savais dire. pas que vous étiez aussi fan Bah, de ça. si. Enfin, les 4-5 premières saisons, franchement, je pense que j'ai vu l'intégrale. Ah ouais? Ah ouais, Ouais, totalement. Ouais. C'est marrant. Mais Franchement, tu prends Jean-Pascal, par exemple, clairement. Il je n'a pense aucun pas talent, qu'il il voulait avait, même pas être chanteur, quoi. Ah, mais il voulait un bad boy. Non, mais c'est vrai, hein, c'était. C'était le bad boy. T'avais Jean-Pascal, t'avais Bad Boy. Patrice, pareil, le un gars, agitateur. tous les jours, tu le voyais dans Star Academy, qu'est-ce qu'il foutait là, quoi. Dans mon souvenir, en fait, il y avait vachement plus de talents et de candidats qui se démarquaient dans les émissions d'M6, Ouais. dans La Nouvelle Star ou dans Popstar, que Star Academy, où on avait vraiment l'impression que les candidats étaient plus pris pour leur charisme. Je Et... pense que l'idée de départ, c'était vraiment de prendre quelqu'un de totalement lambda et essayer d'en faire une star, en fait. Ouais, parce que Contrairement c'est ça qui- à... Il y avait un minimum quand même. Jennifer, elle De savait tec- quand de même technique. chanter. Elle avait fait Graines de Star et tout. Non, Ouais. non, mais à mon avis, c'était vraiment pour toucher le public. Te dire, ça pourrait être toi, Ça quoi. pourrait Ça t'arriver, pourrait être ouais. toi. Toi, tu serais sélectionné, on te formerait, et peut-être que Mais tu c'est- pourrais devenir chanteur. C'est vrai que quand tu regardes Popstar ou Nouvelle Star, au départ, c'est quand même des gens qui savent chanter parce qu'ils font un casting. Ils savent danser aussi, Ouais, normalement. ouais, dans Popstar, ils savent tout faire. Et en fait, ils doivent vraiment faire un album vitesse grand V, donc ils constituent les nouveaux To Be Free. Et hop, c'est parti, ça fait les L5. Après, dans Star Academy, il devait aussi avoir des cours de danse. Hein. Oui. Ouais, Ils mais avaient même du théâtre. Ouais, non, mais c'est parce c'était que- les meilleurs moments aussi, les cours de danse, parce que franchement, ils étaient nuls. Tu voyais Jean-Pascal, tu Jean-Pascal, voyais ouais. Patrice également, ou même celui avec sa queue de cheval, je sais plus son prénom. Grégory. Grégory. Oh là 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 là. Parce que Jean-Pascal, il y a un sacré moment qui est devenu culte aussi, qui repasse tous les ans au bêtisier, etc. C'est le moment où il veut pas danser, et puis qui s'énerve tout seul, et que tout le monde lui dit pourquoi tu t'énerves. Ouais, parce que je veux pas danser, machin. Enfin, Alors, je sais pas si Et on qu'il parle y a- du même moment, mais... Parce qu'il y a un moment où il est un peu homophobe. Ah oui, quand non, même. mais c'est peu sûr, homophobe, ouais, hein. disais pas, mais ça passerait plus maintenant. C'est ça. hein. Il y a cet extrait-là qui est reparu sur Internet il y a pas longtemps et t'es là, tu fais, pour le coup, c'est un peu Ah trashouille. bah c'était il y a 20 ans, c'était le côté un peu trashou de la télé-réalité, mais j'aime bien parce que maintenant ça ressort comme une image rigolote alors que tu fais ouais bah c'est pas si rigolo que ça, c'est devenu culte parce que c'était Jean-Edouard quoi. Et maintenant Jean-Pascal. Jean-Pascal, ouais. Beaucoup d'histoires de gens, mais quelle carrière. Il a fait un single à 1 million de ventes. C'est pas celui qui a fait la pire carrière de Star Academy. Parce que hein. c'est vrai que c'était un petit peu Il est chroniqueur maintenant. Enfin, il est quand même une un carrière, agitateur, un provocateur. Acteur également, il est devenu acteur. Dans section de recherche, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, le carrière tout de même. Il a fait Ouais, une petite cinquantaine d'épisodes, à mon avis. Un trajet là, Philippe Nicoli, à part qu'il s'est pas, C'est pas suicide. il s'est pas suicidé quoi. Petite pensée à lui. Voilà, petit ange parti trop vite. Vous étiez vraiment fan ultra hardcore. Grégory, ça vous a vrillé le cœur. C'était peut-être le meilleur élément qu'ils ont eu dans la Starac. En chant, c'était lui le meilleur, quoi. Il savait de faire du balavoine à la perfection. Il faut savoir qu'on fait souvent des soirées avec Axel et Alban et régulièrement en fin de soirée, on se tape Grégory Le Marchal qui chante balavoine. Mais moi, je pensais que tu balançais ça de façon ironique. Alors qu'en Non, fait, pas t'étais du tout. vraiment pas du tout. Et du coup, est-ce que tu trouves que le téléfilm à sa gloire avec Arnaud Ducré lui a rendu honneur? J'ai pas osé le regarder, non. J'ai pas osé souiller sa mémoire, quoi. C'était quoi ton premier souvenir? Moi, c'était aussi Love Story. Ouais, bien sûr, évidemment. En vrai, j'ai tout regardé. C'était ta grande passion. Donc Love Story, enfin, j'ai bien suivi toutes les téléréalités d'enfermement qu'il y a eu après et qui essayaient de copier, mais sans trop dire que c'était des copies de Love Story. Ouais, les colocataires. Donc il y a eu Nice People. Ouais. Nice People, c'était Love Story, mais avec des mecs qui venaient de toute l'Europe, donc on disait que c'était ça le concept, c'est que Et c'est- c'était des Européens, quoi. Et t'avais Arthur qui présentait l'émission. Oh la vache, je sais plus qui présentait l'émission. si, si. Je me souviens, enfin c'était ça pour le coup, j'ai pas accroché du tout. Et il y avait des sketchs de Gad Elmaleh et Oh la de vache. Danny Boone pour relancer l'émission pendant les primes. Et il y avait les colocataires. Du coup, alors je crois que Nice People, ça devait être sur TF1. C'est ça. Oui. Et les colocataires, du coup, c'était sur M6. En fait, Axel, il sait tous les trucs qui sont passés sur téléphone parce qu'il les a regardés. Bah, J'ai du coup, même les- regardé Le Royaume, c'est pour te dire. Ah ouais, mais tu l'as pas regardé longtemps ça parce que ça a duré à peine une J'ai semaine. pas vu la fin. Et du coup, les colocataires, c'était sur M6. Et le truc pour dire que c'était pas Love Story, parce que vraiment c'était des gens enfermés et tout, c'est que pendant quelques heures par jour, les filles et les garçons étaient séparés en fait. Il y avait un peu deux apparts différents qui étaient ouverts à certaines heures de la journée. Le reste du temps, les filles et les garçons. C'est pour ça que le logo de l'émission, c'est un logo de fille, un logo de garçon. Pareil, ça a fait un flop total. Bah, c'est des trucs qui ont pas fonctionné. Il y a eu une ou deux saisons et ouais, ça a arrêté parce que bah, Love C'était Story. juste ça... après Love Story, il me semble. C'est la saison d'après. Je crois qu'il y en a une en 2003, une en 2004 dans Ouais. les deux là. Que je viens de Et citer. ouais, c'est pareil, c'est donc c'était après Love Story. Mais la télé d'enfermement s'est vite essoufflée, celle où il y avait pas de concept en Bah, fait. le truc, c'est qu'ils ont au fur et à mesure développé les concepts. Donc après, t'as eu enfermer les gens sur une île, Koh-Lanta. C'est surtout Secret Il y a Story eu qui a relancé la télé d'enfermement. Enfermer les gens avec un secret plus ou moins intéressant. Ouais, c'était Secret souvent Story. bidon, quoi. Il y avait 2-3 secrets qui pouvaient toucher, Et- quoi que c'était vraiment... Je suis Pom Pom Boy. Et après, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On commence à s'essouffler, on va enfermer des stars. Et ça, c'était quand même un super concept. Après, ils ont enfermé des stars dans une ferme en leur disant, allez-y, vivez comme à la ferme. Enfin, Génial. des stars entre guillemets. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le problème de ce genre de concept, c'est le casting. Ouais. Moi, je vis Meilleur pour casting. voir Jean pour voir Jean Roucas. Roucas. Mais Marcher globalement, dans des bouses, ouais, c'est quoi, ça. Et c'est- après, il y a eu la première compagnie où c'était enfermer des stars dans un camp militaire. Oui, avec Castaldi. Mais là, Génial. pour le coup, eux, ils ont morflé. Hein. J'envoyais des images de la première compagnie, c'était hardcore pour eux.
Hein. Castaldi, il a vraiment souffert. Ils se sont cassés des trucs. Castaldi a abandonné. Il a abandonné. Il avait abandonné pour raison médicale. Ouais, mais Ouais, enfin, ça, excusez-moi c'est- de ça, c'est- l'information, ça, c'est le prétexte, hein. qui me semble capitale pour C'est l'émission. comme Massimo. Ouais. Mais ouais, ils ont dû ramper sous des fils barbelés, ce genre de Ah ouais, choses. Castaldi à cette époque-là, il avait 60 ans, hein, tout de même le mec. Hein. Et il avait pas un physique. Ça a relancé sa carrière. Non, pas du tout. Total. Après, en émission d'enfermement, ils ont aussi enfermé des ados dans un pensionnat. Ah oui, en leur les disant, pensionnats de allez-y, Chavannes. vivez comme dans les années 50. C'était marrant ça. C'était bien. Et ça, c'était déjà plus conceptuel. Axel et Alban, ils l'ont pas vu. Mais il y avait déjà plus d'idées. Toujours pas Et, M6. et après, en fait, les téléenfermements, ça s'est arrêté parce que juste, ça marchait plus trop. Depuis que Secret Story c'est fini, Il fallait trouver des concepts en plus, quoi. Après, il y a eu beaucoup d'émissions musicales. On en a parlé. Enfin, il y a eu, du coup, vous avez pas connu. Mais il y a eu Popstar, il y a eu la Nouvelle Star, il y a eu les émissions de drague. Ouais. Ça a été un gros concept aussi, les émissions de drague. En gros, c'était les émissions prétexte au Bésodrome. Attends, je me souviens d'un truc, c'était Next, c'est ça? Ah, alors ça, est-ce que ça peut être considéré comme de la télé-réalité? Je sais pas, parce que ça durait que le temps d'une émission. Ouais, mais c'était trop Ah, marrant. c'était Signe su- particulier, il sort des pieds. Enfin, Ça, que des trucs, c'était super trash. c'était sur MTV, il me Bah, semble. c'était le concept de Tinder en avance, en fait. Et sur Virgin 17, vous vous souvenez de Virgin Mais, 17 sur la mais TNT? en émission de drague, il y a eu l'île de la tentation, il y a eu Ah. l'opération séduction. Ah bah d'ailleurs, Brandon. l'île de la tentation, et bah c'était ça. On va voir qui des deux ira le plus loin. Mon cœur il me fait Harry, joue pas au con, et mon instinct masculin il me fait Harry, vas-y lâche-toi. La guerre est déclenchée là. À mon avis demain elle va se rendre compte de la connerie qu'elle a fait ou quoi. Ah mais le cotard aussi, hein, les fêtes. Hein. J'ai envie de rentrer, Si ça commence comme ça, c'est grave. Comment ça va finir? Là, on est tous les deux pas dans le droit chemin. C'est confus, là, tout est confus. Personne n'est à l'abri. L'île de la tentation. Demain, 22h25 sur TF1. C'était rigolo. génial. Ouais, alors je voulais prendre des extraits de la saison 1 avec Brandon qui veut tout casser, tu vois, et Diana. Mais là, quand même, il était magnifique. Je crois que c'est la saison 2, ça. Et il y en a aucun qui parle français dans les extraits. C'est assez rigolo. Toi, t'étais fan, Axel. Ouais, j'étais fan. C'était une des premières émissions de télé-réalité que j'ai suivies, donc avec Koh-Lanta et Star Academy. Parce que c'était sur TF1. Parce que c'était sur TF1. C'était Avec 3 chaînes. Et le samedi soir en deuxième partie de soirée. Ouais. Ou vendredi soir. C'était peut-être après Koh-Lanta, je crois. C'était le vendredi soir, ouais, après Koh-Lanta. Ouais. Ils ont chiné en plus de télé-réalité. quoi. Il me semble. Si. Grosse soirée. Ah, tu pouvais rester jusqu'à 1h du mat avec de la télé-réalité sur TF1. Et pour le coup, bon, t'avais déjà du drama dans Koh-Lanta, mais alors, dans la Ouais. tentation, ça Mais y allait je pense franco. que c'était la première télé-réalité où ils assumaient le fait qu'ils voulaient se faire, enfin que les couples se battent entre eux quoi. C'est Ah bah, c'était Vraiment clair. ruiner des couples, ouais, c'était vraiment ça le but, quoi. Puis déjà de base, est-ce que c'était vraiment des couples? C'est pas trop. Mais c'était un bésodrome, le truc. De base, j'ai jamais compris comment on puisse vouloir participer à ce Mais non, mais c'est genre parce que d'émission. c'était que des striptease. Enfin, comme il disait danseurs de la nuit. Et mais en fait, Dans toutes les émissions, ça. il chopait des gogo dancers et puis hop, ils étaient vaguement en couple, il les mettait et puis hop, ça faisait des couvertures de magazines et puis hop, ça faisait du drama. Mais encore la première émission, je veux bien croire que c'était rigolo, mais c'est vite parti en couille à partir de la saison 2. Bah, après, les autres candidats savaient que je Ouais, vais, c'est me faire, pour je vais ça me faire plaisir, je vais me faire une machine brochette de meuf, et c'est bon. Avoue, tu y as pensé Alban. Pour le coup, Trop jeune, malheureusement. Mais ça te faisait rêver. Totalement. Mais par exemple, Diana, la fameuse Diana de Diana et Brandon, Diana a avoué après qu'elle avait participé à l'émission parce qu'elle savait que Brandon l'avait trompée. Et du coup, elle s'était dit, je vais lui faire sa misère. Et du coup, elle avait participé à l'émission juste pour le tromper avec tout ce qu'elle pouvait trouver là-bas. Après, il a ramassé un balai et il voulait tout casser. Et je crois que la plupart, Un bâton, mais où est-ce qu'il a trouvé ce bâton? la plupart des candidats, c'était ça. Ils voulaient se taper tout ce qu'ils pouvaient. Clairement, on passait à la télé et puis voilà. Et se taper des gens. bon, Voilà, il y avait accessoirement du quand même cul. les séducteurs étaient pas moches. A priori, ils étaient plutôt pris pour leur physique que leur mental. les séductrices aussi. Oui, non mais c'est quand je dis séducteur, c'est Axel, il veut préciser. c'est séducteur pointrice. Et ouais non, c'était chelou comme concept d'émission quand même à la base. TF1 n'en faisait pas des caisses, comme on a pu le voir dans l'extrait. Mais le générique, il est génial, il est épique. Avec les cœurs et tout derrière. Avec les flammes et puis. Et la La citation, surtout. La citation. David. Oui, j'ai une ex qui avait cette citation en haut de son lit. Quand tu rentrais dans la chambre. Est-ce que c'est ça qui t'a guiché? J'ai dit, elle m'a guiche. On la salue d'ailleurs si elle nous écoute. Pas moi.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, l'île de la Tentation, c'était sur TF1. Et je crois qu'M6 avait essayé de contrebalancer ça Opération avec Opération Séduction. Avec Ariane Brodier. Nanana, c'était sur un bateau. Et c'est pareil, le concept, j'ai jamais vraiment trop compris. Mais en gros, c'est pareil, c'est des gens qui couchaient ensemble sur un bateau. Je crois que il y avait pas beaucoup de filles et plein de mecs. Et il fallait lire le meilleur séducteur ou la meilleure C'est ça. séductrice, je sais plus trop, mais en gros, ce qui se passait, c'est qu'ils couchaient tous entre eux. Être le meilleur cutter. C'est un peu ça. Et t'avais le Bachelor aussi sur M6. C'est différent. Est-ce que ça, on peut appeler ça des émissions de drague? Je sais pas, c'est plus les émissions de prétendants. D'amour, quoi, ouais. Mais je crois que ça a commencé par le Bachelor. Après, il y a eu le côté un peu parodique du Bachelor avec Greg le millionnaire, Marjolaine et les millionnaires. Je suis dur de partout. Et mon incroyable fiancé. Et mon incroyable fiancé. C'est déjà plus vieux, ça. C'est plus humoristique, ça, c'est plus. On en Mais parlera. c'est plus mais ça c'était plus des parodies. Enfin, toujours dans ce truc de trouver l'amour soi-disant. Il y avait eu L'amour est aveugle, par exemple. Je sais pas si on peut considérer ça comme de la télé-réalité, mais. Si. Mais alors ça, pour le coup, c'est vraiment. Et c'est l'émission qui a fait découvrir Nabila quand même. C'est vraiment star. le déchet. C'était vraiment nul de chez nul. Là, c'est pour le coup le casting, c'était raclé des fonds des chiottes. Le concept et puis... était tout pourri, quoi. Puis c'était juste des gars qui se faisaient exploter et puis hop. Est-ce que je suis amoureux? Ils foutaient des couples dans le noir pour qu'ils aient un prétexte pour se tripoter. Au niveau du casting, c'est vraiment l'ancêtre de tout ce qui est ch'ti et marseillais après. On entre déjà dans un nouvel âge de la télé-réalité où on est plus dans le côté influenceur. Et je trouve qu'il y a eu ces trois catégories-là. Émission d'enfermement, émission musicale, émission de drague /cul. Et après, ils ont commencé à développer des concepts où on pouvait un peu moins les mettre dans des cases. Enfin, déjà, Koh-Lanta, c'est un peu enfermement, mais pas trop. Il y a quand même le côté aventure, il y a quand même le côté... Moi, je pense que c'est plus un jeu d'aventure à la Fort Boyard avec des éléments de télé-réalité. Et il y a eu après des télé-réalités où je trouve les concepts super. Pékin Express, je sais même pas si c'est considéré comme une télé-réalité, mais c'était trop cool. Ça, c'est un vrai concept. C'est pareil, Pékin Express, ça me fait un peu plus penser un jeu d'aventure. La carte au trésor, tu vois. Sauf qu'on suivait les candidats semaine après semaine, et du coup, c'était ça le côté... On les voyait pas se coucher, dormir, manger. C'est ça, tu les suis dans leur jeu, quoi. Et après, il y a eu les émissions de télé-réalité, mais ça, je sais pas comment les catégoriser, qui sont allées trop loin. Donc c'est les ch'tis, les Marseillais, Oh là, les anges. Attends. Elle est en train de nous emboucaner, là. Ah, mais ça c'est juste les trucs. Les trucs, je saurais pas les catégoriser. Je saurais pas où les foutre. Poubelle. Voilà. Émission de merde. Tout le monde a parlé de ses premiers souvenirs de télé-réalité. On est d'accord, vous aimiez ça. Vous aimiez tous ça. Oui. C'était une grande nouveauté, quoi. Après, faut pas mentir. Tu vois, les gens qui disent, ouais, bon, moi, je regarde, mais c'est seulement pour me moquer, hein. Non, si tu regardes la télé-réalité, c'est ce que t'aimes bien. Ça marche pour les ch'tis, je trouve. Parce que c'est fait déjà avec ça en tête. Alors que Love, c'était pas fait du tout comme ça. Ouais, c'est vrai. Love, c'était vendu comme une étude sociétale. Même Star Academy, la nouvelle star, on suivait ça vraiment. Surtout pour les castings au début. Alors, la nouvelle star, il y avait les casseroles où on regardait pour se moquer un peu. Enfin, moi, en tout cas, je regardais ça en mode premier degré. Quand t'avais un gros métalleux qui débarquait, c'était toujours génial. Steve Estatoff, on se souvient. Quelle carrière. Quelle carrière lui aussi. J'ai dit un gros métalleux. J'avais l'album de Steve Estatoff et j'avais l'album des L5. Toutes les femmes de ta vie restent un énorme classique. Est-ce que vous aviez des albums de la Star Academy Non, pas à ce point-là. Non. Mais j'aimais beaucoup la chanson des L5 quand même. Vous aviez pas les albums de la Star? Non. Même l'Orange, même la... Non, Michel, non. N'a jamais été au concert. Paris Latino, tout ça. J'étais plus Emma Domas. Coquin. La fausse Avril Lavigne. L'Avril Lavigne française. C'est Avril Lavigne qui est la Emma Domas. Avril Lavigne, c'est la marque repère de Emma Domas. La rédaction s'engage. Vous étiez pas révolté par la télé-réalité, vous étiez... Et toi, David, c'est quoi ton premier souvenir de télé-réalité? Moi c'est vraiment on en a parlé tout à l'heure, hein. Moi c'était le Loft. Et en plus, moi j'avais le côté où je regardais déjà toutes les émissions médias, dans TV+, etc. Ils analysaient forcément le phénomène, donc j'étais vraiment à fond dedans là-dessus. Autant j'étais plus dans le côté phénomène de société dans la saison 1 du Loft, et dans la saison 2, j'ai vraiment suivi comme une série télé, j'ai vraiment suivi les péripéties des personnages, alors que c'était complètement nul à Yesh. Mais tu vois, en faisant des recherches pour cette émission, j'ai revu plein d'images du Loft 1, de Starac 1, etc., etc. Et en fait, je me souviens encore de tous les noms des candidats, de leur tronche. En ce moment, c'est la grande mode, donc ils repassent plein d'émissions de télé-réalité, d'extraits, et les candidats, ils ont leur visage flouté, parce qu'ils ont pas forcément voulu... En plus, ça dépend des émissions. On les voit dans une émission, en fonction des chaînes, on les voit plus ou pas, et j'arrive à te dire, ça c'est machin, ça c'est le truc. Après, on en a bouffé tous les jours pendant 2 mois. Ouais, mais tu vois, c'est compliqué, parce que des fois, j'ai du mal à souvenir de l'anniversaire de Laurie. D'ailleurs, c'est le 27 ou 29 avril? Vas-y. Le 29. Ouais. Mais du coup, mais je me souviens exactement de la tronche de Cindy dans Secret Story. Alors que moi, pas du tout. Ouais, tu te souviens. J'ai tout regardé. J'ai vraiment tout regardé la télé-réalité. Je pense que j'ai pas raté une émission de télé-réalité. Et par contre, je me rends compte que j'ai aucun souvenir. Je me souviens que j'aimais bien,
Mais alors, te rappeler des souvenirs précis, en fait, j'en ai pas. Et c'est parce qu'il se passait rien, en fait. C'est juste ça. C'est qu'il se passait vraiment pas grand-chose. Les trucs marquants, tu t'en souviens, mais au final, Nouvelle Star, tu vas te souvenir de Julien Doré qui fait Moi Lolita, quoi. Mais sinon, tu te souviens d'absolument aucune prestation. Ouais, alors que surtout qu'il y en a eu plein et que tu mélanges toutes les années. Popstar. Ouais. Popstar, déjà, on se souvient que des L5. Les autres groupes. Non, il y a Link Up avec Matt Pokora. Excuse-moi, c'était quand même autre chose. Vas-y, chantez quoi? Attends, j'étais en train de réfléchir, mais je me souviens plus. Plus haut. Voilà. Plus haut. Oui, Oui, plus haut. Ils savaient pas M6, ils peuvent pas me suivre. Allez, plus haut. Non. Mais c'était sur la 6 aussi, ça? C'était Tina Arena. Bah oui. J'étais chez un Elle a ami. pas été connue sur l'émission de la 6, là Si, sur mon Graine de Star. Je regardais en cachette. Graine de Star, je pense. Je sais pas. J'allais chez un pote pour regarder Tina Arena. La tristesse du mec. Non mais c'est bien. Du coup, on assume qu'on était fan de la télé-réalité. Et alors, si je vous posais la question, évidemment, la question qui arrive chaque émission, c'est si vous deviez choisir qu'une seule émission de télé-réalité, laquelle ça serait? C'est quoi votre préféré? Antoine, je vais te faire commencer. Alors, moi, je vous dis David Charvet, Francky Vincent, Adeline Blondio, Michael Vendetta, Greg le Millionnaire. Ça, c'est un casting de folie pour la saison 3 de La Ferme Célébrité en Afrique. C'est quand même pas la saison 3, ta préférée. Ah si, tout particulièrement la saison 3 parce que c'est la meilleure saison. Pourquoi la meilleure? Parce que c'est celle dont personne autour de cette table ne se souvient. Et pourtant, les gens avaient abandonné La Ferme Célébrité à la saison 3 alors que c'est la meilleure, mais je pense que tu vois, ils ont pas été au bout. Ils se sont dit, à la saison 2, ils se sont dit, c'est bon, c'est de la merde, on en arrête là, mais il fallait continuer à la saison 3, c'est la meilleure. Déjà, si dans la saison 3, il y a Greg le Millionnaire, c'est que ça recyclait déjà. Oui. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce que t'amènes des gens, on s'en bat les steaks. Adeline Blondio, Michael Vendetta, mais c'est pas des célébrités ça, mais c'est génial. Et en Vendetta, fait, il était bien. Mais oui, mais justement, c'est lui qui a fait toute l'émission. Et en fait, pendant, je sais pas, du coup, qui a suivi ici La Ferme Célébrité en Afrique. Tout le long de l'émission, tu cherchais à aller voir la prochaine connerie de Michael Vendetta. En fait, son but, c'était d'aller faire chier le monde, d'aller faire chier David Charvet, notamment Greg le Millionnaire. Son pire ennemi, ouais. et c'était des punchlines. Les deux fans ici. Mais c'était génial. C'était des punchlines à coup de, il se baladait à côté de David Charvet et puis il disait, oh regardez, je suis à côté d'un grand monsieur, alerte à Malibu, tout ça. ou bien il suivait Greg le Millionnaire, il fait, ouh Greg, tu es le plus beau chanteur du monde, parce que Greg le Millionnaire, il a fait un CD aussi, il a fait des chansons. et en fait, c'était que ça, Michael Vendetta, il se moquait de tout le monde. Vendetta, il se prenait vraiment pour le meilleur, le plus beau, le beau gosse et tout. La bogossitude. C'est la bogossitude. Voilà, mais voilà. Vendetta, du coup, il a fait que ça ou il avait fait un truc avant qui l'avait fait connaître? Non, il a fait le buzz avec des vidéos où il a créé le concept de la bogossitude. C'était l'homme le plus beau au monde. Le prochain thème de Pop Arthur, ça sera sur Michael Vendetta. Je saurais là. Sa vie, son œuvre. Mais alors voilà, le concept, parce que Michael Vendetta, c'était un concept. C'était ne fume pas, ne bois pas et fais du sport. Et il se prenait en vidéo, à poil, avec de l'huile sur le torse, en train de faire du sport. Exactement comme Alban, ouais. On est ensemble, c'est pas pour rien, alors. Voulez-vous savoir ce qui est devenu Michael Vendetta? Parce que j'ai fait mes petites recherches. Oui, je crois qu'il a filé un mauvais coton. Est-ce qu'il est devenu moche? Non, il est toujours assez beau gosse. Il a les cheveux plus longs maintenant. Il a les cheveux longs. Maintenant, il est membre d'une secte qui s'appelle la Fraternité Blanche Universelle. Tout un programme. Et maintenant, il continue à inventer des concepts. Là, il a notamment inventé le fuck céleste. Alors, je cite. Le fuck céleste, c'est une énergie cosmique qui va droit dans ton fion. En plus, il est anti-vax. Ouais, c'est ça, complotiste. Et bon, il recherche à faire un petit peu du buzz. Il y a il cherche le buzz. Ouais, il cherche, du coup, il a reçu retrouver la lumière, quoi, c'est ça. Ouais. De toute façon, tu veux retrouver la lumière, t'insultes Hanouna, de toute façon. C'est ça. Lumière. Est-ce qu'il est toujours aussi engrossé dans sa chemise cintrée? Prêt à faire péter ses boutons? Bah, je sais pas, il met souvent des vidéos de lui à la plage, donc il est plus sur des trucs un peu amples. Ah ouais, il est un détendu. peu plus cool, ouais, c'est ça. La Ferme Célébrité en Afrique, c'est pour moi la meilleure émission de télé-réalité jamais produite. Tout à fait d'accord avec lui, hein. Franchement, c'était une bonne saison, hein, franchement. Alors, le concept, je m'en souviens absolument plus, parce que moi, je voulais juste pourquoi aller en Afrique, quoi? T'es là, tu te dis, pourquoi, qu'est-ce qui change en Afrique? C'est juste de Chavannes qui fait, putain, il fait chaud. Parce que le but, c'était quoi? C'était de mettre des célébrités dans une ferme et de réaliser des tâches. Travailler ensemble, Là, je se faire suppose un que c'était planning. des animaux différents, du coup, Genre c'était des pas des vaches et... Ouais, non, t'avais des girafes. Alors, ils allaient faire un safari et ils trouvaient pas les éléphants. Et du coup, le mec, il s'énervait sur Michael Vendetta. Il dit, ouais, de toute façon, t'as fait fuir les éléphants, tu fais trop de bruit. Il était toujours en train de se battre avec le... Puis David Charvet, je me souviens qu'il essayait de bien faire, lui. Ah bah ouais, ils étaient tout seuls pour un peu redorer leur blason.
raison. Greg le millionnaire aussi, quoi. Ils étaient à fond dedans. Alors que Vendetta, non, lui, Vendetta, c'était le mode branleur. Et du coup, c'est marrant parce que donc t'avais à chaque fois, c'était l'élection du pire fermier de la semaine. Vendetta, il était toujours dedans, il était nommé toutes les semaines, mais le public, il voulait continuer. Sauver Vendetta, ouais, forcément. Et il a gagné, je crois, il a gagné la saison 3 de la ferme célébrité. C'est honteux. Mais il y avait pas Charvet, justement, en finale aussi, contre lui? Ah, ils étaient peut-être l'un avec Greg, contre peut-être. l'autre. Ouais, c'est possible. Ouais. T'avais deux teams. T'avais Francky Vincent qui soutenait beaucoup. Ah, il y avait lui. Vendetta, il était avec Vendetta. Ouais, il était avec Vendetta. Il était pote, ouais. T'avais le boxeur, là, je sais plus son nom. Brahim Asloum. Je crois que c'est ça. Ouais, il me semble, ouais. Tu vois? Et ils étaient, tu vois, t'as regardé, là? Ouais, tu vois. Parce que souvenir de ça, c'est pas mal, hein. Bon, j'avoue que j'ai hésité parce que quand même, la saison avec Massimo Gardia, c'était quand même déjà quelque chose. Bah, la une, c'était tout de même, ouais. C'était la découverte. Avec la baronne. Pascal Omeda. La baronne Van Straten. Jordi aussi. Ah, il a gagné, c'est Jordi qui a gagné. Mais c'était la première émission d'enfermement de Star, je pense, c'est arrivé avant la première compagnie. Ouais, puis il y avait. Ouais, ça doit être il y avait ça, pas aussi Je suis une célébrité. Sortez-moi là, c'est après, ça. C'était aussi dans la jungle, ça. Dans la jungle, il y avait Stevie. J'avais oublié celle-là, ouais. Mais je pense que c'était la première fois qu'on enfermait des stars. Oui, parce en qu'il tout y cas, avait des pas complètement anonymes, quoi. Castaldi. Parce que Jordi, fallait le ressortir. Massimo Gargia, j'avais jamais entendu parler de lui, tu vois. Bah, personne, je pense. Enfin, après, des stars, sur la première compagnie, il y avait le magicien. Je sais pas si vous vous rappelez son nom. Rachetti. Sylvain Mirouf, non? Sylvain Mirouf, quoi. Wow, la célébrité, quoi. Attendez, quoi. Il était chez Drucker, non? Ouais, c'est le Gérard Majax des années 90. Sylvain Mirouf, il était plus sur France 3, je crois. Encore pire. Donc voilà, la célébrité, quoi. En tout cas, il était pas sur la 6 parce que Axel le connaît. Et je connais Eric Antoine, s'il te plaît. Oh. Ouais, mais il était sur France 2 au début. Ah bon? Dans Patrick Sébastien. Non. Et j'espère que maintenant t'as la 6. Oui. Mais je la regarde pas. Et toi, Axel, ça serait quoi ton émission préférée? Moi, mon petit plaisir coupable du moment, c'est les émissions avec les Marseillais contre soit les ch'tis, soit le reste du monde. Plaisir vraiment coupable, quoi. Oui, je sais clairement que ça vole pas très haut. C'est souvent des petites embrouilles de cours de récré. Ce qui me plaît, c'est d'à chaque fois de retrouver en fait les mêmes personnages un peu haut en couleur, quoi. C'est une belle façon de le dire. Les fratés, quoi. Toi, t'es plus Marseillais que ch'ti, alors. Par défaut, de toute façon, puisque les ch'tis, ils se sont plus sont remis séparés, ensemble ouais. depuis un certain nombre d'années. Ah ouais? Ouais, ça fait facile, je sais pas moi. Ah, parce qu'à la base, c'était 4-5 ans qu'il y a les plus les ch'tis qui avaient le monopole. C'était génial, les ch'tis. Bah, ils étaient plus sincères. On veut le retour des ch'tis. Bah, ça fait plaisir rendez-nous les d'entendre ch'tis. un peu l'accent du Nord à la télévision. Avec Tressio. Tressia de Valenciennes. D'ailleurs, dédicace à Tressia, à qui j'ai apporté le courrier. Ça, c'est On la salue. Elle habitait, je ne dirai pas son adresse. Et elle écoute probablement pour partir en ce moment même. Elle a plus que ça à foutre, de toute façon. Tressia, on pense à toi. Tressio. Mais non, ouais, les Marseillais contre le reste du monde, c'est complètement nul. Ils doivent. C'est sur W9, ça. Hein. C'est sur W9, ouais. À ne pas confondre avec les anges de la télé-réalité qui sur est Énergie sur 12. TMC ou Énergie 12. Énergie 12. Énergie 12. Et ça, c'est moins bien. Ben, je trouve ça moins sympa, personnellement. Je sais pas dire en quoi On exactement. s'attache moins en perso, en fait. C'est moins une famille. C'est moins. Déjà, les moins persos, ils sont défratés. peut-être moins récurrents, en fait. Ouais, ça change plus souvent, les anges, en fait. C'est moins défraté. C'est moins défraté, ouais. Puis les anges, c'est vraiment le recyclage de candidats de télé-réalité qui savent plus quoi faire de leur vie et du coup ils se retrouvent dans les anges. C'est Bah, ça. en fait, ouais, t'as fait une télé-réalité, tu sais que c'est bon, je peux signer dans les anges. Le concept des anges, c'est de reprendre des candidats qui ont pas réussi à faire quelque chose et de leur refaire faire une émission derrière. Et des candidats qui ont fait quelque chose. Et pour le coup, des fois, t'as des fonds de tiroir des Marseillais qui partent chez les anges. C'est vrai. Des fonds de tiroir. Des fonds de capote. Et toi, excuse-moi, Alban. Je te dérange alors que tu bois ta bière. Tu me dis à son péché. Ça vous étonne, Alban qui boit une bière? Du coup, toi, ça serait quoi ton émission fétiche? Bah, moi, ce serait Secret Story, je pense, tout de même, pour le côté recherche de vrais secrets, on va dire. C'était vraiment le retour de la télé enfermement. Et les candidats qui devaient vivre ensemble, tout en cherchant leurs secrets, mais des secrets qui tenaient pas la route, quoi. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est quand même cette histoire de secret. Ils ont vraiment bossé le côté, il y avait des trappes dans les murs, il y avait... Ah ouais, mais ça, c'était après. Non, mais ouais, je veux dire, c'est sur tout l'ensemble. Enfin, moi, j'ai pas suivi Secret, notamment quand c'est passé sur NT1 avec Christophe Beaugrand, j'ai pas suivi. Non, mais, moi non plus. Ouais. Mais moi, je trouvais ça quand même assez ludique. J'adorais aller sur Twitter pour découvrir c'était quoi les secrets de cette année, même si je regardais pas, tu vois. Ouais, bah, en plus,
plus, ouais, quand tu commences l'émission, au premier épisode, je crois qu'il te révélait 1 ou 2 secrets, quoi, de candidats, quoi. Comme ça, toi, tu le savais, les candidats Mais le après, savaient pas. t'avais la liste de tous les secrets. T'avais ta liste de tous les secrets, mais tu savais pas qui avait quel secret. Donc au moins, ça te donnait un aiguillage pour essayer de deviner toi. Ouais, mais il y en avait, c'était improbable. C'est vrai que je suis en train de regarder la liste, c'est vraiment pas mal. Hein. Bah, dis-nous. Ouais. Je suis croque-mort. Comment on devine ça, quoi? J'ai pas la même liste. Il y en avait un, c'était j'ai survécu à Human Bomb. Sauf que ils avaient 3 ans, ils étaient en école maternelle, ceux qui ont survécu à Human Bomb. Comment veux-tu que les autres découvrent ça? Mais attends, ça va, c'est classe comme secret. Moi là, je suis en communication avec Dalida. Alban, ça aurait pu être ton secret. Je suis naturiste. Et puis il est habillé pour le coup. Je suis pom-pom il le girl. cachait. Non, mais je suis pom-pom girl, c'est même pas un secret. Après, il y avait des secrets, c'était totalement bidonné, quoi. C'était juste pour faire rentrer certains candidats, Oui, bah quoi. oui. Ou sinon, ils les inventaient le soir même, quoi. Ah non, on est un faux couple, ou on est frères et sœurs, alors que non, pas du tout, quoi. Ils étaient attirés Notamment l'un de avec l'autre, quoi. Nadège. Nadège Lacroix. Son secret, c'était j'avais des tocs. Bah ça peut se voir, ça peut se voir. C'était très ludique, c'était vraiment la nouvelle génération de télé-réalité d'enfermement. Mais par contre, les candidats, là, pour le coup, c'était déjà la nouvelle génération de candidats, c'est-à-dire, de toute façon, ils ont pris tous les fonds de tiroir de Secret. Pour faire toutes les télé-réalités ouais. de W9, Energy Etc. 12 et tout ça. Après, ce qui était intéressant dans Secret Story, c'était aussi les histoires, enfin les romances, on va dire, parce que l'histoire d'amour, c'est un grand mot, quoi. Les romans. Parce que ouais, c'était ça, quoi. Ça durait sur plusieurs semaines. T'étais là, la voix qui essayait. Ici la voix. Ici la voix. Tu es en mission. Tu dois séduire Thomas. Et le mec une était- semaine pour non, ça, pour 40 000 €. Acceptes-tu la mission? C'était sympa ces émissions. Et puis le mec qui faisait, Ouais, mais t'es là, tu dis le au comédien début, qui faisait la voix, il était fait au juste taquet. ça pour le pognon et finalement, oh non, je l'aime. Et... C'était pas un amour véritable Non. comme dans Comme le Jean-Edouard et Loana. Non, ben non, dans le premier Ah oui, Loft, t'as comme eu un Christophe et Ils Julie. sont mariés, ouais, non voilà, et qui sont tout le temps ensemble et Ils qui sont ont mariés, de moufler. Mais qui disent encore maintenant, non mais s'il y avait pas eu l'émission, jamais on se serait Ouais, plus. c'est ça. On a rien en commun. Ah, mais c'est pour ça que les premières téléréalités, les premiers épisodes, c'était sincère, c'était authentique. Les C'est candidats, ça. ils avaient pas les codes de la téléréalité. Maintenant, Axel parle de W9 et avec les ch'tis contre les Marseillais. Ils connaissent les codes, les problèmes, il faut faire Bah, les là, histoires. clairement, c'est leur boulot maintenant. Séparation, ouais, ils connaissent, quoi. Donc ils font, savent, quoi. Ils font une émission, puis Ils font après, monter la hype hors réseau, sur les réseaux Ils font sociaux. leur salaire et tout. sur les réseaux. Oh, Maëva et Greg sont séparés. Tu sais très bien, pour se remettre ensemble dans l'émission. scénarisé à Pas mort, du tout hein. qui sont Maëva et Greg. Moi non. Maëva Guénam. C'est mes chouchous. Mais je pense que si Love Story avait continué, ça serait devenu aussi cynique et aussi certainement. calculé que Secret Story et compagnie. C'est juste que Love Story, il y a eu 2 saisons ou 3 saisons. Deux. Deux, hein. Parce que la Et 2 n'a pas marché. La En deux a fait, vraiment fait un flop. ça s'est arrêté à temps, mais en fait, ça aurait continué, ça aurait fait pareil. Maintenant, la télé-réalité, elle est tellement ancrée dans notre vie que ils savent que c'est regardé, ils savent ce qui passe, et du coup, tout est calculé. La télé-réalité est tellement ancrée dans ta vie que tu m'as dit que t'avais pas une seule émission Non, j'ai préférée. pas réussi, oui. j'ai pas réussi, T'en as alors. 15. Alors j'espère que Alors- vous avez un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à Je vous. croyais que j'en avais 3, mais j'en ai 4. Et Oh là là. Bonne nuit. du coup, j'ai un peu le pendant des Marseillais, moi, parce que du coup, moi, j'ai eu les ch'tis pendant un sacré moment. Ouais. En fait, faut savoir que j'ai été insomniaque pendant un long moment de ma vie, et du coup, je me tapais la rediffusion des ch'tis la nuit. Je crois que j'ai eu, il y a eu les ch'tis. Alors, j'ai pas trop vu les ch'tis font du ski. J'ai vu les ch'tis à Ibiza C'est et les après bronzés. les ch'tis à Mykonos. Le concept des ch'tis, c'est que tu prends des ch'tis avec un accent, un accent du Nord bien prononcé, et tu les fous dans des villes un peu classe, genre Ibiza ou Mykonos. Marèche. Et tu te dis, il va y avoir un choc des cultures, il va se passer quelque chose. Il se passe pas grand chose. Et en fait, ce truc-là, c'était vraiment le truc complètement plaisir coupable. Là, pour le coup, ça vraiment, je regardais pour me moquer. J'ai jamais regardé. Pour essayer de t'endormir un Non, peu. ça, ça m'endormait pas. Ouais. J'étais à fond. Quand Mais tu dormais, je suis sûr que tu l'enregistrais. c'est pas du tout. Enfin, ça s'appelle réalité, ça s'appelle de la télé-réalité, mais là vraiment, c'est de réalité que le nom, parce que les candidats, en fait, dans la saison 1, en fait, il y avait un gogo dancer, 4 danseuses, les danseuses de la nuit, 3 barmen, une serveuse, un DJ. C'est pas les métiers que je rencontre le plus, moi perso, dans les Hauts-de-France. Et du coup, c'était pas du tout des gens Faut que tu vas sortir. faut sortir en boîte, forcément. Et j'ai croisé Hilary une fois à la gare de Lille. T'es un. Donc c'est un peu les gens de la vraie vie, tu vois. Axel, c'est un mondain, hein, faut le savoir. Du coup, Alban, il a livré le courrier à Tressia. Et moi, les pharmaciens de ma ville natale, c'était les parents de Vincent Shogun, qui était un candidat emblématique de Ah l'émission. oui. Et Qui était non, avec mais Hilary. c'était Il était avec Hilary, oui. Tout à oui, fait. avec Hilary. Et après, il y avait aussi Christopher et Kelly qui passaient leur temps à s'engueuler. Il se passait pas grand chose, en fait. Enfin, en Chiant. gros, on les foutait à Ibiza, on leur disait d'essayer de trouver du boulot.
et de faire. Non, trouver du boulot. Il travaillait 2 heures dans un bar où il Ouais, faisait non, mais 2 c'est heures ça. de danse. Il se passait vraiment rien, mais en fait, t'avais des tensions à la con. Il y avait des accents du Nord. mais parce qu'ils avaient pas bien fermé le coca. Et le coco. Le coco. Et franchement, pour foutre le cerveau en pause pendant la nuit, c'était vraiment bien. Après, je pense pas que je regarderai encore maintenant. De toute façon, je pense pas que la personne qui partage ma vie me laisserait regarder. Oh non, pitié. Voilà, ça a été un truc où j'étais vraiment à fond la nuit. Donc je regardais vraiment toutes les rediffs. Après, j'ai beaucoup regardé la Nouvelle Star. J'étais à fond aussi dans la Nouvelle Star. Il y a eu quand même beaucoup de candidats emblématiques dans la Nouvelle Star. Il y a eu Christophe Willem, il y a eu Julien Doré qui faisait des reprises de ouf. Ouais, Julien Doré, pour le coup, il s'en est bien sorti. Bah, mieux que Steve Estatoff. Bah, Christophe Willem, il s'en est plutôt bien tiré aussi. Après, il y a eu un pseudo rebelle. Il y a eu Sohan qui a gagné une année, qui faisait des. Ah oui, il faisait de la musique de métro, lui. Ouais, en fait, c'est plutôt rigolo parce que Nouvelle Star, tu regardais et tu te disais putain, ils font des reprises de ouf. Et sauf que maintenant, il y a Internet et tu te rendais compte que leurs reprises, ils avaient pompé ça sur un groupe, enfin un peu pas trop connu ou quoi, qui avait déjà fait une reprise avant et il y avait pas grand chose de créé. Je pense que Julien Doré, oui. Mais genre Sohan, il avait repris une chanson de Sinsemilia et il avait rien inventé du tout. Après, Julien Doré, qui reprend Alizé, excuse-moi, mais difficile de faire mieux que McQueen, Alizé. Voilà. Nouvelle Star, il y avait aussi toute la partie où il y avait les casseroles. Je pense qu'on était tous à fond dedans. Oui, ça c'est rigolo, plus au début d'Internet, ça se partageait bien. Ça faisait le buzz. Comme et on Nouvelle dit, Star, ça a vachement lancé les prémices de The Voice parce que t'avais vachement le côté teasing sur la voix d'un candidat. T'entendais la voix d'un candidat et c'était la semaine prochaine. Ah oui. Nanana. Et ça, c'est vachement fait dans The Après Voice. la pub. Et du coup, voilà, Nouvelle Star. Après, il y a eu L'amour est dans le pré, moi. Ah, moi, alors ça, j'ai beaucoup regardé. Ouais, j'ai et d'ailleurs, suivi. on a regardé un petit peu. Bah oui, on a regardé un peu ensemble et ouais, j'ai suivi pendant des années. Ça me paraissait moins trash que les autres émissions de télé-réalité. Alors, même s'il y avait toujours. Enfant, il y avait toujours la musique. Pendant pas mal d'années, il y a eu un ou deux candidats qui étaient vraiment là pour qu'on se foute de leur gueule. Genre Cole. Il y avait pas Cole. Genre Thierry, mais au final, ils s'en est plutôt bien tirés. Poxel, regardez également. C'est la seule saison, la saison de, ça devait être la 3e, je crois, que j'ai suivi. Et bah, Thierry, c'est quand même un des seuls candidats qui a réussi à se taper les deux prétendantes. Alors qu'il il mangeait du coq au vin à 7h du matin. Il était pas avant. Bah, la plupart des candidats, c'est ça, c'est des mecs qui se font des boîtes de cassoulet à pas d'heure. Justement, c'est une émission qui sert à quelque chose. Dans le monde agricole, apparemment, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Et je trouve que c'est bien. À la base, il y avait un vrai concept. Et contrairement au monde des facteurs. Pour le coup, Antoine parlait de Love Story où il y avait eu un couple qui était resté, mais il y a peu d'émissions de télé-réalité où on peut dire il y a tel couple qui a duré. Et L'amour est dans le pré, il y a plein de couples, il y a eu des gosses et tout. Enfin, En même temps, c'est le but de l'émission. Il y a plein d'émissions où c'est le but. Love Story, c'était des célibataires qui devraient rencontrer l'amour. Mais c'est L'amour est dans le pré. Oui. C'est pas L'amour est dans le loft. Mais du coup, enfin ça a vraiment marché parce qu'il y a eu plein de. Mais non, mais il y a notamment quand ils font que sont-ils devenus tous les ans, tu voyais qu'il y avait beaucoup de bébés, beaucoup de mariages. Il y a pas beaucoup d'émissions de télé-réalité où ils font que sont-ils devenus parce que la plupart ils sont devenus rien. C'est extrêmement feel good et de plus en plus. C'est vrai que les premières saisons, il y avait quand même beaucoup de moquage autour des candidats, etc. Et je trouve que de moins en moins. Ouais, mais il y avait quand même un truc qui me manque. Moi, des premières saisons, c'était le générique de James Blunt. Ah ouais. You're beautiful. Je trouve que ça. C'est pas libre de droit. Ça manque quand même beaucoup. Comme beaucoup de choses dans cette émission. C'est une émission. L'amour est dans le pré, c'est une émission qui dure depuis 2005 et qui continue, enfin, qui a duré tous les ans depuis 2005. Ça marche plutôt bien. Avant, c'était pas Alexandra Sublet. Ouais, c'était Alexandra Sublet et après c'était Karine Le Marchand. Ouais, moi, je me rappelle que de Karine Le Marchand du coup parce que j'ai aucune mémoire. Et après, j'ai un petit coup de cœur d'émission aussi. Mais alors ça, vous en avez pas parlé. Ouais, c'est la dernière. C'est promis, c'est la dernière. On a compris que t'étais fan de télé-réalité. Ouais. Et c'est Qui veut épouser mon fils. Et alors ça, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est le premier tweet que j'ai tweeté de toute ma vie sur Twitter. C'est je viens de voir que hashtag Qui veut épouser mon fils du grand TF1. Ça va être dur d'attendre la semaine prochaine. Ou hashtag what the fuck, hashtag OMG, parce que oui, je maîtrise les hashtags. Alors je vous propose, donne-nous ton compte Twitter, Laurie, c'est quoi? Non. C'est @Junifiz. Mais tais-toi. Et je propose que tout le monde aille sur ce compte Twitter, tout le monde aille retweeter à foison ce premier tweet. Nos 100 auditeurs. Voilà. Allez-y. Et on veut que ce tweet faut savoir que mon compte Twitter devienne un succès, un buzz de malade. Mon compte Twitter, c'est 70% de télé-réalité. Voilà. Vous postez ce tweet, vous le retweetez, vous citez avec le hashtag Pop Arthur. Et quand c'est pas de la télé-réalité, c'est moi qui rage sur Transpol parce que le métro est pas passé. Ah oui. Mais du coup, bon. Je m'en souviens. Donc c'était mon premier tweet. Donc, Qui veut épouser mon fils, c'est une émission lancée en 2010. C'est un concept déjà de base assez chelou. Hein. C'est présenté par les producteurs comme une comédie divertissante et pas comme de la télé-réalité. C'était très scénarisé. Et en fait, du coup, ça suivait des hommes entre 23 et 39 ans qui avaient des gros problèmes de deep et qui cherchaient l'amour via leur maman. C'était assez bizarre parce qu'ils faisaient des castings de prétendantes et c'était les mères qui choisissaient. Ah oui, non mais c'était super raciste, c'était super trash. Il y a eu par exemple dans les candidates, il y a eu une actrice porno amateur, il y a eu qui s'appelait Cindy Picardi. Je vous invite à chercher ça sur Google, on trouve pas mal de vidéos encore et j'étais d'ailleurs assez trash avec cette meuf parce que j'ai fait 3 tonnes de tweets un peu troll sur cette nana alors que bon, elle avait envie de montrer son cul, elle le fait quoi. Et Laurie elle est à 2 doigts d'être cancel là. À la fin de l'émission du coup
au bout de plusieurs semaines, ils devaient choisir entre leur candidate préférée ou leur mère. Et c'était quand même super chelou. Et un des candidats emblématiques de cette émission, c'était Giuseppe, qui était un Italien macho couleur orange, qui avait 39 ans, qui vivait encore avec sa mère qui s'appelait Marie-France, spéciale dédicace, qui avait un peu trop fait d'opérations de chirurgie esthétique et qui avait un énorme cheveu sur la langue. C'était un camoulox ce truc. Et c'est lui, je pense, qui a été le plus emblématique dans les candidats parce qu'il était macho mais à mort. Je pense pas qu'il ait trouvé l'amour dans l'émission. Ça, je l'ai tweeté toutes non, les il l'a semaines. trouvé dans Carré VIP. Ouais, c'est ça. Avec Cindy de Secret Story. Comme quoi. Excusez-moi d'avoir de la science en télé-réalité. La culture. Je le pense vraiment, je regardais que pour me moquer. J'ai jamais regardé en me disant je les envie trop, j'ai trop envie de faire comme... Non. C'était aussi faire deuxième partie de soirée sur TF1 et ça ressemble à l'île de la tentation, c'est-à-dire que c'était super scénarisé. Ah, et puis c'était un gag quoi. De toute façon, même eux, ils présentent ça comme ça, Ouais. une comédie divertissante. C'est ça. Ils présentent même pas ça comme de la télé-réalité et il y avait rien de vrai. Enfin, les candidats, c'était que des métiers, encore une fois, danseuses de la nuit. Puis c'était exprès pour faire exactement ce que t'as fait, c'est-à-dire tweeter les trucs. Ça marchait. J'étais pas la seule à live tweeter cette émission. Si. Il y a eu quand même pas mal de saisons parce que moi j'en avais retenu 2 ou 3 et je crois qu'il y en a eu 5. Il y en a pas mal dont je me souviens pas. Mais Giuseppe, je me souviens surtout de la première et en fait j'ai beaucoup live tweeté la 3e. Il y a plus vraiment ce genre d'émissions maintenant qui sont bon enfant. C'était pas si bon enfant que ça. Non mais je veux dire bon enfant pour le spectateur pour qu'il puisse traiter. T'as plus trop ça maintenant. Je trouve que tu vois les ch'tis etc. Les Marseillais ça se prend beaucoup trop au sérieux. C'est la mafia de la télé-réalité maintenant. Le casting des prétendantes dans Qui veut épouser mon fils c'était assez violent quand même. Hein. C'était des bouts de viande les nanas. Et de toute façon il y a eu des interviews de meufs qui ont bossé dans l'émission qui disaient mais les candidats c'est horrible comment ils étaient traités. C'était vraiment de la viande quoi. Et moi je vais vous parler d'un chef-d'œuvre. Vraiment c'est un des plus grands moments que j'ai vécu à la télévision française. C'est Mon incroyable fiancé. Oh. C'était diffusé sur TF1 donc TF1 on sait que c'est la place tu vois. Ça a été diffusé sur TF1 en 2005 et donc il y a eu une saison 2 en 2009 et une 3 en 2014 mais alors j'ai pas du tout suivi. Aucun souvenir. Ouais. Et c'était présenté par la fameuse Delphine de Turckheim. La fameuse. Qui a bien fait une carrière de dingue derrière. Et en fait, c'est la version française de My Big Fat Obnoxious Fiancé. C'était diffusé sur Fox à l'époque. Et ça existe dans toutes les langues. Donc, je vais vous dire le nom en allemand. C'est Mein grosser Dicker Pelnischer Verboter en allemand. Et alors, qu'est-ce que c'était Mon incroyable fiancé? Merci. C'était ça. J'ai l'honneur de vous présenter votre fiancé. C'est dur. Et oui, en fait, on fait croire à une candidate qu'elle va rencontrer un prince charmant, sauf qu'en fait, elle tombe sur Laurent Ronac. Lui, il lui annonce que c'est un jeu, qu'elle va devoir faire croire à sa famille qu'elle est tombée amoureuse de lui et qu'elle va se marier dans 15 jours. Attention, double twist, parce qu'en fait, le marié est un comédien et toute sa famille avec. Donc il y a double twist, elle sait pas que lui c'est un comédien et elle doit faire croire à sa famille qu'elle est amoureuse de lui. T'as un jeu de manipulation qui est assez rigolo et ça s'amuse à mort avec les codes de la télé-réalité. Et pour moi, la première saison, c'est un putain de chef-d'œuvre. Il y a Adeline Toffoli qui a changé de nom depuis. Justement. Elle avait 24 ans. Après, t'avais Laurent Ronac. Lui, il a pris 35 kilos pour mieux représenter son personnage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il en fait des caisses. Et donc, il bouffe des tartines de brie au Nutella. Il pratique la danse du ventre en slip. Et il est pas du tout énervant. Je vous fais écouter un petit extrait. Il va dire qu'il va me faire ça encore pendant 10 jours. Plus. Donc là, il est dans le jacuzzi. Et elle n'en peut plus, en train de pleurer. Ah, ça m'a manqué. Il était bon. Là, je l'entends, et rien que de l'entendre, ça me... Adeline, envoie-moi une serviette. Et il faut savoir que c'est un peu mon modèle. Hein, Je avec sais Laurie. pas, ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi ça vous traumatise, parce que moi, ça me fait penser au week-end avec vous. Si t'es fier d'être important, t'as dans tes mains. Et donc après, t'avais aussi Gérard, c'était le père bien gênant. Qu'est-ce qu'il fait, Gérard? Il en fait des caisses. T'avais aussi la mère Brigitte. Elle était extrêmement grossière. Elle chante au karaoké du camping nudiste où la famille passe ses vacances. Et donc, il y a une scène mythique où elle danse de façon sur du ultra gâche-pâtis. sexuelle sur Étienne. Et qu'est-ce qu'elle fait en général dans l'émission? Elle en fait des caisses. T'avais aussi Oriane Fortin. Elle, c'était la petite sœur gothique qui joue avec des couteaux. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'émission? Elle en fait des caisses. T'avais Nicolas, le pote ringard et métalleux. Qu'est-ce qu'il fait dans l'émission? Il en fait des caisses. Vous voyez un peu là? Il y a comme une répétition. Hein. En fait, tout le monde en fait des caisses dans ce truc. Mais c'est génial, c'est ça qui est bon, c'est que tu t'éclates. Tout le monde en fait des caisses, tu t'éclates, t'es mort de rire à chaque instant et c'est super bien écrit. Parce qu'en fait, t'as énormément d'improvisation. Mais ils travaillaient, ils travaillaient ensemble. La famille, ils ont travaillé et avant. t'avais comme une troupe de comédiens et notamment l'hymne.
de la famille Fortin. Je vous fais un petit extrait. Mon nom de famille, c'est Fortin. Voilà. Fortin. Si t'es fier d'être un Fortin, tape dans tes mains. Céline. Si t'es fier d'être un Fortin, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être un Fortin, si t'es fier d'être un Fortin, si t'es fier d'être un Fortin, tape dans tes mains. Voilà. On a fait saturer les micros. C'est un carton. Il y a un record d'audience. C'est la deuxième partie de soirée. C'est encore une fois une deuxième partie de soirée sur TF1. 8 900 000 de téléspectateurs. C'est 51% de part de marché pour le dernier épisode avec un pic d'audience. J'ai noté 22h54. 10 200 000 téléspectateurs. Laurent Ronac, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait Camping Paradis. C'est devenu la nouvelle Mimi Mati de TF1. Ah ouais, c'est ça, quoi. Et il y a eu le crossover, normalement, non? Oui, il y a eu un crossover. Ouais. D'ailleurs, quitte pas. C'est la gloire, quoi. On s'éloigne. On l'attendait tous, et puis finalement, c'était pas fou. Et il a aussi fait Danse avec les stars. Belle performance. Ouais. Belle performance. Je sais plus s'il l'a gagné ou pas. Non, il a pas dû la gagner. Mais après, il a fait présentateur. Il était chroniqueur de Danse avec les stars. Ou une autre émission, alors. Je peux confondre, peut-être. En tout cas, c'était assez impressionnant. Mais elle, par contre, je pense qu'elle l'a pas super bien vécu, non? Non, je te dis, elle a changé de nom. Elle a changé de nom parce Bah, qu'elle en avait marre et. Après, en plus, à la fin, ils essayent de faire croire qu'ils sont un peu tombés amoureux. Tu vois, au final. Ouais, elle fait croire qu'elle s'attache à lui. Qu'elle a un peu de tendresse. C'est ça, la tendresse. Ça, c'est un peu mal fini. Et apparemment, ils n'ont plus de relation ensemble. C'est un peu triste. Que je pense qu'ils étaient. Ouais, mais les histoires d'amour finissent toujours mal. Sauf comment ça s'appelle. Oh, général. Il est 1h du matin. J'en ai marre. Et donc, alors. Je veux dormir. Est-ce qu'on empêche nos gamins de regarder les nouvelles téléréalités ou est-ce qu'on se dit c'est pas bien méchant et on les laisse regarder? Est-ce que Arthur, imaginons, il a 10 ans de plus, on le voit regarder les ch'tis, comment tu réagis, Laurie? S'il a envie qu'il regarde. Ouais, tu trouves pas que c'est en vrai, ce serait hypocrite. J'ai passé des années à regarder la télé-réalité, je vais pas lui dire oh non, alors ça, c'est hors de question, tu regardes pas ça. Tu l'as regardé avec un degré supérieur, c'est-à-dire que après c'est notre boulot, c'est notre boulot à nous de lui expliquer que ça, il faut pas le regarder en se disant c'est la réalité. Ouais, ça faut lui dire que c'est pas la vraie vie. Bah oui, mais je pense que ça pas c'est un vrai métier et ça c'est notre boulot pour tout. C'est notre boulot aussi pour internet, c'est notre boulot pour n'importe quoi en fait. Il faut pas qu'il regarde Instagram en se disant que c'est la vraie vie. Tu dis est-ce qu'on laisse notre gamin regarder ça, mais est-ce qu'il en reste tant que ça de la télé-réalité? Ah bah oui, moi regarde. Ah si, on a foison, on a tous les jours. H24. Je sais pas s'il y en a autant qu'avant quand même. Les je sais pas si ça les anges. Ouais, mais justement. La des cœurs brisés. Ouais, mais tu regardes plus en te disant. Les princes et les princesses de l'amour. C'est plus avec ces trucs-là que tu. Il y a moins d'événementiel en fait. Et puis il y a plus ce truc de voyeurisme de particuliers qui sont mis. En fait, tu sais que dans la télé-réalité, c'est des gens. C'est une série quoi, c'est des séries. C'est ça, c'est pas des gens, c'est pas des gens que tu vas croiser dans la rue. Et à côté de ça, ce que nous on retrouvait dans le loft, maintenant on l'a sur internet. On a les TikTok, on a tout ça. Il y a des gens qui se mettent en scène. Et c'est ça maintenant notre réel. Enfin, quand t'as envie d'avoir ta dose de voyeurisme de particuliers qui font des trucs de ouf, ben t'as internet maintenant. Je pense que de toute façon, il y aurait plus tellement d'émissions comme le loft, etc. qu'on pourrait interdire à Arthur. C'est vrai que la télé, de toute façon, c'est déjà pas un média très jeune. Je suis pas sûr qu'il voudra regarder encore. Mais carrément. Après, c'est beaucoup de jeunes qui regardent tout ce qui est énergie 12 et ch'ti. Je sais pas si c'est si jeune que ça en fait. Je pense que maintenant, ils ont envie de regarder un truc, ils regardent Twitch. Ils vont regarder des particuliers qui se mettent en scène en montrant des trucs qui les intéressent. Et toi, Antoine, t'interdirais à Juliette de regarder la télé-réalité ou... Je l'interdirais pas, mais je pense que je suis un vieux con. Je pense que je passerais devant et je dirais, c'est quoi ta merde? Je crois que c'était moi le vieux con, normalement. Oui, aussi. Ouais, je sais pas. Après, je trouve que c'est quand même moins authentique. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est moins authentique que ce qu'on avait au début. On regardait ça un petit peu innocemment, en disant, bah, ouais, les mecs qui sont là, ils savent pas pourquoi. Plus trash aussi, plus trash. Plus trash et plus scénarisé, plus je suis là pour me montrer. Ouais, maintenant, pour ils faire savent du les buzz. codes, quoi. Ils savent comment jouer du truc, quoi. Bon, après, elle regarde ce qu'elle veut, mais effectivement, je pense que je l'insulterai. Sa propre fille, hein. Et puis, ouais, je lui mettrai des claques en disant, tiens, regarde plutôt ce film de Bergman de 3 heures. Et regarde Paul, c'est un chef-d'œuvre. Regarde plutôt Les Anges Gardiens. Mais papa, ça fait 30 fois cette semaine, c'est pas grave. Bah, moi, j'interdirais, moi, je pense. Ouais. Toi, c'est catégorique. Toi, chez toi, ça file droit. Ouais, ça file droit. Non, je pense que ça peut avoir un effet néfaste sur l'enfant, moi. Sincèrement, là, moi, c'est parce que... On le voit sur sur toi, d'ailleurs. Je le vois avec autodérision, les Marseillais, les ch'tis, tout ça, contre le reste du monde. Ouais, moi, ça me fait rigoler, quoi. Faut avoir un filtre. Je sais que c'est pas la vraie vie. Ouais, mais si tu lui expliques que c'est pas la vraie vie. Enfin, c'est aussi le boulot de parents de bien faire comprendre aux gamins. Chaque fois qu'il va regarder un truc, je vais pas lui expliquer et tout, que c'est à lui de se faire sa notion. Ouais, mais nous, ce sera pas à moi. Comme quand Arthur regardera du porno et qu'on lui dira, oh, non, après, c'est quand on interdit, de toute façon, c'est quand on interdit quelque chose à un gamin qui va le faire, forcément. Donc, il sera tenté, il se dira, j'ai pas le droit de le faire, donc, faut que je le regarde, quoi. Dans ces cas-là, faut que tu lui autorises, alors.
Mais nous, on a vite compris que c'était pas la vraie vie. Toi, t'as plus de 20 ans d'expérience de télé-réalité. Ouais, mais même au début. Toi, t'as vu l'évolution. Toi, t'as tout vu, quoi. T'as vu Moi, l'évolution. j'ai tout vu. Ouais. Je Lui, suis tout de vieille, suite, mais, il va voir le truc, c'est la télé poubelle, quoi. C'est vraiment, il respecte pas la femme. Oui, il mais la respecte télé rien. poubelle que t'aimes bien Il s'insulte. Ouais, mais moi, j'aime bien parce que, ouais, je sais que c'est une parodie. Ils font semblant. On sait très bien qu'ils font semblant. Mais ton gamin, on va dire, il a 12 ans. Il va regarder ça. Lui, il va prendre ça au premier degré. Bon, bah, Arthur, écoute-le. Écoute ce podcast. Si on te retrouve déjà devant les ch'tis à Mykonos, t'as pas autre chose de mieux à regarder. Franchement, il y a plein de DVD à la maison. Vas-y, mate Robocop, je sais pas, un Tarantino, fais quelque chose. Ouais. Et ensuite, c'était pas la vraie vie. Tout à fait. C'est l'idée. Et pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre des jeux incluant des notions de télé-réalité, genre, comme on disait tout à l'heure, Koh-Lanta, ou la télé qui donne de réalité que de nom, c'est-à-dire, les ch'tis à Mykonos, tout ça. Oui. Ouais, on Non. est d'accord, c'est... Ah, ça reste des mecs que tu filmes à 24. Attends, donc toi, tu trouves que tu mets au même niveau Koh-Lanta et les ch'tis à l'énergie 12? Ouais, je suis d'accord avec lui, c'est du voyeurisme. Parce qu'après, tu vois, enfin, ces émissions de. Pour moi, il y a vraiment un truc genre télé-poubelle et jeu d'aventure. Pour moi, ça respectable, reste tu juste vois. des mecs. Alors, effectivement, tu les mets sur une île, donc c'est qui change un peu le truc. Tu les filmes à 24 et tu leur dis, bah, allez, pour pas que juste je vous filme sur la plage en train de vous dorer la pilule, je vous fais faire des jeux. Pour moi, vous c'est la enlève votre télé-réalité. bouffe. Alors dans ces cas-là, on prend pas Koh-Lanta, mais on prend toutes les émissions qui ont justement juste des notions de télé-réalité comme les Top Chef. Ah, là, je suis d'accord parce que là, tu les filmes dans un contexte C'est ça. particulier, juste en train de faire la cuisine. Là pour le coup, je trouve que ajouter des notions de télé-réalité, en gros, les notions de télé-réalité qu'il y a dans ces émissions-là, c'est suivre les candidats semaine après semaine. Et du coup, tu t'attaches aux candidats, ils se font leur personnalité, tu suis un peu, ça rend le truc plus épique parce que sinon c'est juste des gars qui font de la cuisine quoi. Tu te fais vite chier. Et je trouve que ça ajoute un côté épique aux émissions. Tu t'attaches ou tu détestes des candidats. Et là, je trouve que ça apporte un vrai truc en fait. On a regardé une émission qui s'appelait Lego Master. Ah oui, ouais. C'est exactement le même principe que Top Chef, sauf que c'est des mecs qui construisent des trucs en Lego. On était à fond dedans. Et franchement, quand on a vu la pub, on s'est dit, c'est quoi cette merde? Et on a vu la première émission, on a été scotché parce que la réalisation était bien faite. Le montage, et on s'est attaché à des candidats, et il y en Ouais. a d'autres qu'on pouvait pas blairer, qu'on voulait voir partir. Et du coup, on s'est retrouvés à regarder l'émission semaine après semaine parce qu'il y en a qu'on voulait vraiment voir dégager. Et il y en a, on était à fond, on se disait, ouais, faut qu'ils aillent plus loin. Oh, les Belges, ils sont trop forts et tout. Et du coup, je trouve que dans ces émissions-là, en fait, ça apporte un petit plus. Le fait de pas juste avoir des candidats anonymes. À l'époque, quand on était plus jeune, il y avait des émissions genre Le Millionnaire ou des trucs comme ça à la télé. Les mecs, c'était des gars lambda qui arrivaient, qui passaient 3 minutes à la télé, qui partaient. Tu t'en foutais qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, tu les connaissais pas. Ajouter des notions de télé-réalité, c'est aussi faire en sorte qu'on s'attache ou pas à des candidats, on connaît leur personnalité. Attends, parce que au Millionnaire, t'avais quand même Philippe Risoli qui les interviewait pendant 5 minutes. Et si Tata Suzanne, elle savait danser le tango, il ramenait un danseur de tango et il lui faisait danser. Attends, t'oublies aussi le lancer de micro. Ah ouais. Ça marche vraiment très bien sur des émissions à la Top Chef. C'est le sketch du Palmacho, mais tu pourrais faire n'importe quelle thématique. Le fait de garder cette notion de bonne réalisation et de suivre la vie des candidats semaine après semaine, sur n'importe quel sujet, en fait, tu t'accroches. Tu peux vite t'accrocher à une émission sur un sujet tout pourri comme construire des trucs en Lego. Construire des autoroutes. Fallait que ça sorte. Et donc pour toi Antoine, c'est vraiment autant de la télé poubelle Koh-Lanta. Alors que t'es fan de Koh-Lanta en plus. J'ai jamais dit que c'était la télé poubelle, monsieur. Si tu mets ça au même niveau que les ch'tis à Mykonos. Non, j'ai au même niveau dans le sens où c'est de la télé-réalité tous les deux. D'ailleurs, tu veux savoir qui a Koh-Lanta, perdu, c'est du chef-d'œuvre, c'est tout. Koh-Lanta, c'est la meilleure télé-réalité après la saison 3 de la ferme célébrité. mais bon, je me suis dit, je vais pas parler de Koh-Lanta, sinon on va y passer la soirée. Et puis de toute façon, Koh-Lanta, on parle pas de Koh-Lanta, on vit Koh-Lanta, tu vois. Ouais, mais Koh-Lanta, t'as raison, parce que imagine qu'on le ferait en quotidienne. Tu te ferais chier, quoi. Ils sont là sur la plage, à nettoyer leurs caleçons. Ça marche que parce qu'il y a un super montage. Parce que le montage est exceptionnel, le montage, parce que c'est concentré sur un épisode de 1h30, quoi, avec les pubs. Sur un épisode, il y a combien de journées? Une semaine. 2-3, non? Ouais, t'en as 2-3, je crois que t'as les épreuves tous les 2-3 jours. Ouais. Après, il y a beaucoup de temps où ils doivent juste pioncer. Parce que, je suis sûr, c'est ça. Pioncer, non. C'est plus un quotidien de. Je vais chercher le manioc, je vais chercher la bouffe, je vais pêcher. J'essaie d'aller faire caca, j'y arrive caca dans les bois. Et vu qu'il n'y a pas d'histoire d'amour à Koh-Lanta, ils sont tous dégueux. T'as pas le temps. Nous, on a fait exactement l'opposé de Koh-Lanta, c'est-à-dire qu'on a fait un week-end où on a fait que manger et bouffer puis boire. Et pas du manioc. Ouais. Du coup, nous, à la fin du week-end, si on se pèse, on n'aura pas perdu de kilos, je pense. Au contraire, on se regarde de profil, on a bien pris. Bon, voilà, on a fait un peu le tour de la télé-réalité. On n'a pas été trop exhaustif, un petit peu quand même, mais c'est vrai que c'est compliqué. On a tellement, on a surtout donné nos souvenirs et c'est un peu ça, Pop Arthur. C'est donner ses souvenirs, ses impressions. Et on va donner d'autres impressions. Là, on va passer tout de suite au Regardez ça, papa. Regardez ça, papa. Le Regardez ça, papa, c'est la rubrique où on regarde tous un film qu'Arthur a choisi dans ma DVD Tech et on en parle. Et donc du coup, je lui avais proposé 3 films. Truman Show, Live et Le Prix du Danger. Arthur a choisi, bien évidemment, sous le contrôle de l'huissier de Pop Arthur. C'était qui déjà, Axel? Maître Moya. Et donc c'est tombé sur ça. Alors, François, comment ça va? Ça va. Le trac. Un peu d'appréhension? En forme?
Imbattable. C'est beau. L'ambition. Quand je le regarde, je me revois à son âge. Mais avant toute chose, François, vous allez sportivement. C'est dynamique. Même l'extrait est chiant. Spectacle admirable, digne des gladiateurs de l'Antiquité, lorsque dans l'arène, ils se congratulaient. Juste même en de pareilles circonstances, François n'oublie pas de saluer la grâce et la beauté. Bravo, François, un chevalier des temps modernes. Bon bah vous l'avez pas du tout compris parce qu'en fait il y a pas de bande-annonce qui existe de ce film. Bon j'ai pas réussi à trouver en tout cas. Mais du coup c'est Le Prix du danger de Yves Boisset avec Gérard Lanvin, Marie-France Pizier, Michel Piccoli qu'on vient d'entendre dans l'extrait qui est génial dans le film. Je vais le dire 20 fois mais il est génial dans le film. Bruno Kremer et c'est sorti le 26 janvier 1983. Et en fait le pitch bah c'est super simple. C'est Running Man mais tu remplaces Schwarzy par Gérard Lanvin, les méchants par le mec des surgelés Marie. Il y a pas de grosse explosion mais ça court beaucoup quand même. Après Running Man est sorti après. Oui, d'ailleurs, il y a eu un gros micmac judiciaire. En gros, Yves Boisset, il y a eu gain de cause au final, mais ça a été très très long. Et quand tu regardes Running Man, effectivement, c'est un peu les mêmes pitchs. Les deux films n'ont pas grand chose à voir quand même. Running Man, c'est que de l'action, quoi. Mais apparemment, Running Man, en fait, ça part plus de l'histoire de Le Prix du danger que du scénario de Stephen King. C'est ça qui a posé problème, en fait. Effectivement. C'est Gérard Lanvin, dans une société où il y a beaucoup de chômage et les gens sont assez pauvres. Une émission cartonne de télé-réalité. Et d'ailleurs, c'est assez dingue parce qu'on est en 1983. C'est Le Prix du danger où, en gros, un gars doit tenir, c'est ça, 4 heures. S'il tient 4 heures alors qu'il y a une armée de tueurs à ses trousses, s'il meurt pas, et ben, il gagne plusieurs millions de dollars. Sa vie est réglée, il peut faire ce qu'il veut. Mais bon, il n'y a aucun candidat qui n'a réussi à survivre pendant 4 heures et Gérard Lanvin se lance. Le rôle principal aurait dû être tenu par Patrick Dewaere, mais il s'est suicidé quelques mois avant le début du tournage, donc du coup il a été remplacé au pied levé par un Gérard Lanvin très sportif, très athlétique. Bon comédien, je ne sais pas. Pas tellement, non. C'est un de ses premiers rôles aussi. Voilà, c'était un de ses Après, premiers rôles. ouais. Ça se voit. Et ouais, il a appris son métier au moins. Ça, tu peux lui reconnaître, il a appris son métier. Pourquoi j'avais mis parce qu'effectivement, t'avais du Truman Show, c'était le choix facile. Le choix facile, t'avais Live qui était très cool, mais moi j'avais proposé à Arthur aussi Le Prix du danger, c'est lui qui sélectionne au final et il a très bon goût Arthur. Pourquoi ce film? Parce que je trouve que c'est justement un film assez visionnaire sur les dérives de la télé-réalité, de l'aventure spectacle. Et surtout, c'est un film que je trouve vraiment génial avec un Piccoli. Le Piccoli, il est formidable dans le film. C'est le meilleur acteur du film. C'est le seul acteur du film. Il fait le taf. Non mais il se délecte de chaque parole. C'est ultra cynique. Il se délecte du malheur. Il crée de l'émotion pour tout. Et donc vraiment, c'est épreuve de jeu télé avec des mecs qui meurent. C'est comme si la gaffe, il avait des morts sur son plateau et il disait le jeu continue, Bill, bip bip. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Antoine, toi? C'est compliqué. L'introduction est dynamique. Après la grosse scène d'action du début, je trouve que enfin, moi, je me suis fait chier après. Ah, complètement. Le mot est lâché. Ouais. Alors, en fait, quand tu regardes, t'es un peu en position d'attente de te dire, tout ce que je veux voir finalement, c'est le jeu. Je trouve qu'ils ont du mal un peu à broder autour toutes les histoires juridiques sur la nana qui s'oppose à l'émission télé. Je trouve que c'est pas trop intéressant à suivre et t'attends de voir l'émission et t'attends de voir ce qui va se passer. Mais après, la partie justement où ça commence à rentrer dedans, avec Piccoli en pleine action qui présente avec les pubs. Oui, la fameuse pub avec les motos là. Ça, c'est génial, hein. C'est un bon film. Moi, je trouve que c'est quand même assez haletant et spectaculaire parce que déjà t'as plein d'actions. Moi, je trouve que c'est vraiment un film. Non. L'action, elle commence au bout d'une heure de film. Mais moi, je trouve que c'est un film rempli d'action. Mais non. Les scènes d'action, c'est les pires. Et moi, je trouve ça très sombre et très réaliste au final, vachement prophétique de la télé actuelle. Toutes les dérives de la violence, toutes les dérives des bidonnages, et notamment tout ce qui est émissions de télé-réalité qui sont travaillées pour créer du drama là où il y en a pas. Et t'as vraiment tous ces mécanismes-là dans le film avec 20 ans d'avance. Et toi, Laurie, t'es pas du tout d'accord? Je suis d'accord sur le côté visionnaire du film, mais après, c'est pas vraiment le film devrait avoir le mérite de ça, c'est plutôt le bouquin de base. Qui date des années 50. C'est ça, c'est encore plus impressionnant. Je suis d'accord sur le côté visionnaire, sur le côté dérive de la course à l'audimat et tout ça. Les scènes sur le plateau de télé sont géniales, c'est les meilleures scènes. Et puis c'est super cynique. Moi, c'est hyper cynique, c'est hyper trash. Enfin, quand ils montrent les gamins qui meurent de faim ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment hyper trash, c'est hyper bien fait. Mais alors les scènes d'action. Qu'est-ce qu'on s'emmerde! C'est le cinéma français de l'époque, il y a moins de rythme. Il y a des films d'action de l'époque qui ont quand même plus de gueule. Hein. Ça va, il y a eu du Belmondo, il y a eu des scènes d'action qui étaient quand même bien plus classe. C'est sorti après Peur sur la ville. Les scènes où Gérard Lanvin court, s'emmerde. Il m'a fatigué, moi, tu recourais. Et la scène où justement Monsieur Marie avance vers lui en haut d'une tour. Marie.
Et donc il lui dit n'avance pas. T'as Monsieur Marie qui avance et puis qui tombe en faisant ah. Non, voilà, Joli mannequin d'ailleurs. Les scènes d'action sont chiantes. Et alors après, moi j'ai un souci, c'est que Gérard Lanvin, je ne m'attache pas du tout au personnage. C'est un petit peu un connard. Il est insupportable. Bah, Soi-disant, il participe à ça pour sa meuf. Au final, sa meuf lui dit non mais fais pas ça sinon je te quitte. Il dit ok, bah je continue l'émission. Et il est insupportable. Au final, à la fin, on s'en fout de ce qui lui arrive. Là, je suis Laurie totalement. C'est vrai que Gérard Lanvin, tu t'attaches pas à son personnage. Son vécu, il est mal développé. Il joue très mal. Tu comprends pas ses motivations non plus. Tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Il veut aller au cocotier, quoi. Il veut aller se dorer la pile, quoi. Il veut faire la sieste. T'es là, et il veut dormir. Ok. On n'y croit pas. Le film en soi, les idées du film sont très très bonnes. L'audimat à outrance, trafiqué, quoi. Jouer de ça, justement, pour que le téléspectateur continue à regarder l'émission. Est-ce que le téléspectateur n'est pas responsable de ça? Il a son avis là-dessus, sur l'histoire, quoi. Oh, sa petite amie, elle me plaît et tout. Donc t'es là, tu dis, non, c'est du voyeurisme, quoi. Ça plaît aux gens. Dès qu'on peut s'intéresser à une personne, voir son histoire, voir son malheur, ça fait plaisir, quoi. Enfin, ça fait, on veut savoir ce qui va arriver. C'est de la souffrance, quoi. Ouais, on se dit, il y a pas que moi qui souffre, lui aussi il souffre. Donc t'as envie de savoir, est-ce qu'il va souffrir, est-ce qu'il va mourir? C'est aussi une justification de l'émission. En fait, ils expliquent qu'ils font l'émission un peu comme dans American Nightmare où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent pendant une nuit. Là, c'est on va faire en sorte que les gens expulsent leurs pensées violentes en leur proposant une émission hyper trash et hyper violente. Le scénar, il est cool en fait. Il y a une scène géniale avec les candidats qui expliquent leur motivation. Ouais, leur motivation de pourquoi ils veulent buter Gérard Lanvin. C'est trop marrant. Chacun a envie de vivre son envie de meurtre. Chaque être humain a envie un jour de... C'est ça, t'as raison Laurie, c'est la purge avant l'heure. T'as la possibilité de pouvoir tuer quelqu'un légalement et en plus tu peux toucher de l'argent derrière. Ouais, tout bénef. J'ai envie de le faire, quoi. Forcément, quoi. Et lui, il a pas le droit de me tuer. Et toi Axel, du coup, t'as pas aimé? J'ai bien aimé le début, l'introduction, c'est un peu comme Antoine en fait. J'ai bien aimé l'intro, le thème musical. Vladimir Cosma est bien sympa, bien rythmé. Ils ont pas peur de faire de l'humour noir, donc ça j'ai aussi bien aimé. Par contre, non, l'action ça intervient au bout d'une heure de film et puis en plus c'est nul. En fait, c'est ça, t'attends que c'est ça. français, monsieur. T'attends que ça quand ça arrive. C'est ça. Tu t'attends quand même pas nécessairement à un film comme Marathon Man avec Schwarzenegger, mais t'attendais quand même de l'action vu le principe même de l'émission. Running Man. Ouais. Quoi Marathon Man, c'est Destiny. Ouais. Mais il court aussi. Mais il court beaucoup dans mon Running Man. Mais c'est marrant, moi j'étais vraiment à fond dedans dans l'action. Il y a pas d'action. C'est français. Bon, du coup, alors, si je vous pose la question, est-ce qu'il faut voir ce film pour devenir un adulte cool? Non. Je suis pas sûr qu'Arthur veuille le regarder. C'est pas obligé. Pour moi, si, c'est un bon film. Ça peut être un bon film. Ça pouvait être un grand film. Malheureusement, c'est mal exécuté, mal réalisé. Il y a que Piccoli qui sauve le film, mais d'une force. Lanvin, son personnage, c'est le héros, merde, et on s'en fout, quoi, du héros. Sa poule. Sa poule. C'est qui, ma Une poule? tristesse. Marie-France Pissier. Le casting est assez conséquent, mais au final, ça sert à rien. Bruno Kremer, il sert pas à grand chose. Il y a même des seconds rôles, je connais pas leur nom d'acteur, quoi, mais t'es là, tu te dis, si, il y a Monsieur Marie. T'as Andrea Ferreol qui fait l'opposante politique, elle sert pas à grand chose. Ouais. Malheureusement, je trouve. Et moi, je suis retombé sur des vidéos d'Yves Boisset de l'époque, ils vendaient ça comme le grand film d'action spectaculaire de 83. C'est clairement pas un film d'action qui te vient en tête. Pour les Français. Quand même, moi, je trouve que c'est quand même impressionnant, les dirigeables, les avions. Les dirigeables. C'est quand même un gros budget. Ouais, quoi. je te rejoins là-dessus. C'est vrai que pour le niveau français, quoi. Ouais. Star Wars, c'est sorti avant. Malheureusement pour nous, on est noyé par le cinéma américain et. Il y avait Béat de Perlon-Péloche. On lui fait un petit big up d'ailleurs. Elle comparait Michel Piccoli avec le mec de Hunger Games, le présentateur d'Hunger Games. Justement, si on doit conseiller un film sur le même sujet à Arthur, je crois que je préférerais Hunger Games sur le côté cynique des médias et de. C'est quand même très ado. C'est mieux quand même. Un bon Battle Royale. Pour le coup, t'as quand même un peu plus d'action. Alors, Battle Royale, moi, je pensais pouvoir le mettre dans la sélection, et en fait, apparemment, c'est pas de la télé-réalité, c'est juste du meurtre, d'ailleurs, sociétal. Gratuit. C'est quoi votre film avec un concept de télé-réalité? Bon, tout le monde va dire Truman Show. Non. C'est un peu le problème. Non. Truman Show, c'est le meilleur. Bon, on a cherché un petit peu ce qu'on pouvait mettre d'autre. Il n'y en a pas eu 50. Il y en a pas eu 50. Moi, celui que j'ai trouvé très bon, c'est Live. Ouais, avec Eva Mendes. Ouais, sorti en 2007. C'est l'histoire d'une productrice qui recherche un nouveau concept de télé-réalité pour faire face aux audiences catastrophiques de sa chaîne. Et donc, elle va se mettre sur un concept de roulette russe. Donc, un revolver, une balle, 6 candidats, tout simplement. Et ce qui est intéressant avec ce film, de mémoire, je crois que la télé-réalité, ça représente pas un gros morceau du film, c'est vraiment la toute fin. On va voir l'émission en fait, live. t'as l'émission en live, ouais. Ouais, c'est intéressant
intéressant de suivre cette productrice face à tous les obstacles auxquels elle va être confrontée, tous ceux qui ont voulu lui mettre les bâtons dans les roues, les problèmes de conscience. Et là, il pousse vraiment le pitch. Surtout que c'est intéressant parce qu'Eva Mendes, pour le coup, elle vend son truc, elle est en mode productrice tout le long du film. Et jamais elle se pose la question, en fait. Et arrive seulement à la fin du film où elle se dit j'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être été un peu trop loin. Ouais. Pour le coup, dans le prix du danger, il y a un truc qui est plutôt bien amené. Je sais pas si c'est comme ça dans le livre, j'ai pas lu le livre. Mais un truc qui est plutôt bien amené, c'est justement le justificatif de comment cette émission a pu voir le jour. Et apparemment, en fait, il profite d'une faille sur une loi sur le suicide assisté. J'ai trouvé que c'était pas mal comme justificatif parce que live, justement, elle se confronte à plein de problèmes juridiques sur comment tu peux autoriser ça. Et le prix du danger, en fait, comment ils font en sorte d'autoriser l'émission, c'est que, en gros, il y a un peu une espèce de droit à l'euthanasie et du coup, les gens, vu qu'ils ont le droit de se suicider, ils ont le droit de participer à une émission où ils peuvent se faire buter. C'est mal amené, je trouve. Tu comprends pas dans le film. Après, tu l'as regardé en x2 avec des gamins qui couraient autour. Et en mangeant des sushis. Mais j'ai cerné le film. Et toi, Axel, ça serait quoi? J'aime bien la saga Hunger Games, moi, pour le coup. Et un petit peu une petite midinette, alors. Je dirais peut-être le 2, pour le coup. Girl. Alors moi, le 2, j'avais bien aimé parce que je m'y attendais pas. Je connaissais pas du tout les bouquins. Et il y a un retournement de situation dans le 2 où je me disais, la vache, parce que Twilight, c'est toujours le même film qui recommence. Là, c'est le même film qui recommence, puis bim, ça casse et hop. Et du coup, je m'y attendais vraiment pas et j'avais bien aimé le 2. Mais après, bon, c'est pas non plus des bonnes prods, ou alors, c'est forcément le Truman Show. Oui, il y a une petite comédie que j'aime bien. C'est En direct sur Red TV avec Matthew McConaughey, réalisé par Ron Howard. C'est un mec lambda, un average Joe comme on dit, et donc du coup il se fait filmer par des caméras. C'est comme si tu disais tiens, il y a un type lambda, bim, on le filme 24h sur 24. C'est une comédie assez rigolote. Je l'ai pas revue, j'aimerais bien la revoir, faudrait que je me la rechoppe, mais c'était vraiment très réussi dans le côté description justement de la télé-réalité. Et toi, Lolo? Alors moi, du coup, vu que j'ai pas trouvé de film qui me bottait tant que ça, j'ai cherché dans les séries. Moi, mon conseil pour regarder un truc sur les rouages de la télé-réalité, c'est Unreal. Oui. Très bien, la c'est saison 1 super, est très réussie. Alors c'est surtout la saison 1, ouais. C'est une super série qui a été créée par une vraie ancienne productrice d'une émission type The Bachelor aux États-Unis, qui a quitté son boulot parce qu'elle en pouvait plus, et qui a fait du coup une série pour expliquer un peu les rouages et le cynisme qu'il y avait derrière ce genre d'émission. La saison 1, elle est vraiment géniale en fait. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que t'as des héroïnes féminines du coup qui sont hyper badass, qui sont pas du tout lisses comme tu les vois dans plein d'autres séries. Et tu suis les producteurs de l'émission qui cassent des prétendantes, qui font tout pour les rendre attractives dans l'émission, et du coup on va à tes souhaits. Ils vont par exemple prendre une candidate ancienne alcoolique et ils vont lui mettre plein de bouteilles d'alcool en face d'elle en se disant si on la fait boire ça va faire monter l'audimat, il va se passer un truc. C'est hyper cynique. Enfin, en tout cas la première saison. Après ça a vachement baissé. Ça s'essouffle. Hein. Il y a 3 saisons, on en a regardé 2, la deuxième est moins bien. 4 je crois même. 4. La première elle est vraiment chouette. Et après une autre série, c'est La Flamme. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était bien marré. Qu'on a regardé récemment sur Canal+. C'est toujours une parodie d'émissions type Bachelor. Là c'est français. Ça a été créé par Jérémy Galland, Jonathan Cohen et Florent Bernard. Et c'est une mini-série, il y a 9 épisodes mais ça se regarde très bien, c'est super rigolo. Sur les clichés des candidates comme ça, d'émissions type Bachelor, t'as des candidates bien stéréotypées, genre la nympho, la catho, l'aveugle, la vieille, l'homme déguisé en femme, la SDF qui est là juste pour avoir à bouffer, la lesbienne, la psychopathe. Plutôt un bon panel d'acteurs, il y a Jonathan Cohen qui est bon comme d'habitude, il y a Leila Bekti qui est excellente, il y a Marc, il y a Pierre Ninet qui joue le docteur juif qui est excellent aussi. Et ça, enfin voilà, ça se regarde très bien et c'était rigolo, c'était un bon moment. Non, surtout après un confinement, c'était très bien. J'ai pas vraiment de film parce que sinon oui j'aurais dit le Truman Show aussi. En série il y a des trucs sympas sur la télé-réalité, mais ce qui est rigolo c'est que c'est souvent le Bachelor. Concept facile quoi, c'est rigolo à faire. Arthur, pas très bonne sélection cette semaine, hein. pas grand succès, mais moi je suis avec toi Arthur, j'aime beaucoup le prix du danger. Et le prix du danger c'est aussi la prochaine rubrique de cette émission, parce que là il va y avoir du danger, il va y avoir de l'affrontement, il va y avoir du sang, des meurtres et des coups dans le Jouer à sa papa. Le Jouer à sa papa, c'est le moment de l'émission où les chroniqueurs s'affrontent dans un jeu sur le thème du jour. Le thème du jour, on est sur la télé-réalité. Ça sera est-ce que ça existe? Les concepts improbables de télé-réalité. Alors j'espère que vous êtes chaud. Ouais. Il va y avoir de la rapidité. Alors, est-ce que ça existe? Le Who's Your Daddy, c'est où une personne qui n'a jamais connu son père rencontre 25 gars qui prétendent être son géniteur. Si la personne parvient à distinguer son papa dans l'assistance, il empoche $100 000. S'il choisit quelqu'un d'autre, c'est le faux père qui empoche le jackpot. Oui. Non. Et oui, Laurie, elle a raison, ça existe. Extreme couponing, où les candidats doivent réussir à accumuler le plus de biens à l'aide de coupons de réduction. Le gagnant étant celui qui a réussi à acheter le plus pour dépenser le moins. Oui. Effectivement, ça existe, imagine. Mais... Bons de réduction, le jeu, les mecs qui doivent utiliser le plus de bons de réduction. Enfin, n'importe quoi. David Hasselhoff Story, la vie de David Hasselhoff, ses joies, ses peines et son maillot de bain rouge filmé 24h sur 24. Non. Oui.
C'était juste pour Laurie parce que évidemment que non, ça n'existe pas, David Love Story. Peut-être Laurie aurait bien aimé. Ah oui. Elle adore les maillots de bain rouges. Big Brother, c'est comme Big Brother le Love Story quoi, mais avec des cochons. Oui. Et oui, ça existe vraiment, Big Brother. The Littlest Groom, c'est Bachelor mais avec des nains. Non, malheureusement. Oui. Vraiment. Ça existe vraiment aux États-Unis. Je suis chroniqueur à TPMP, sortez-moi de là. Non. Mais c'est quand même Gilles Verdez tous les soirs à 18h30. Man vs Beast, où des hommes affrontent des animaux dans des épreuves comme une course avec des nains contre un chameau, un orang-outan contre un sumo, un gymnaste contre un singe, un ours contre un homme contre un alligator. Oui. Et oui, ça existe vraiment, je vous conseille de taper Man vs Beast sur YouTube, il y a des trucs hallucinants à voir. Koh-Lanta, c'est pareil que Koh-Lanta mais à Roubaix. Non. Non, ça n'existe pas. Et The Sex Factor, où 16 candidats, 8 filles et 8 garçons entrent en compétition pour devenir acteurs porno. Oui. Et oui, c'est une télé-réalité américaine dans laquelle 16 candidats, ils doivent remporter un contrat de 3 ans dans une société de productrice de films pornographiques. Ils peuvent aussi gagner $1 million. Et donc, ils ont aucune expérience. Ils sont jugés au cours d'épreuves par un jury composé de 5 célébrités de l'industrie pornographique. Et les téléspectateurs, ils sont invités à désigner les 2 gagnants, un homme et une femme, et leur permettre de remporter le titre de star du porno. J'ai envie de dire, quand est-ce que ça arrive en France quoi ? Ça, on fera regarder à Arthur. Ouais. Et enfin, un couple est enfermé dans une maison et est réveillé par des bruits horribles toutes les 2 heures, où on leur jette des excréments et leur espace vital se réduit de plus en plus. Oui. Non. Bah non, ça s'appelle avoir des enfants, tout simplement. Voilà, c'est fini. On espère que vous avez apprécié ce 3e numéro de Pop Arthur. Vous pouvez nous suivre sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, @PopArthurOff. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode. Vous pouvez également vous abonner sur l'ensemble de vos dealers de podcasts. On est disponible sur Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict. Mettez des cœurs, parlez-en autour de vous. On vous prépare plein d'autres numéros très sympatoches, comme on dit dans le milieu. Alors à très bientôt pour d'autres aventures dans la pop culture. Salut. Salut. Salut à tous. Voilà, je l'ai rencontré, vous. Vas-y, fais des vocalises. Comment elle s'appelait ? Armande Altaï. Fais comme Armande Altaï. Toute la journée overbooké. Alerte au lofter, l'emploi du temps vient de saturer. Il faut se lever, se laver, se réveiller, faire la fête toute la journée, le loft ça le fait. Allez, qu'on se dépêche sans que je m'endorme là. Vraiment. Bon allez, on est prêt ? Ah, par contre ouais, si tu tousses, ça va être une galère parce que du coup tu vas tousser pendant qu'Axel il va parler. Axel aussi. Pouvoir enlever aucune toux. C'était pas la meilleure idée de mettre les 2 tuberculeux au micro. T'as pas du strepsil. Putain de Covid. Attends. Il va y avoir beaucoup de coupes. Putain de Covid. Dessinés, on était tous les 2 dessinés, toi et moi. Je sais pas vous, mais moi je suis avant d'être avec David, j'étais vraiment une grosse consommatrice. Je me suis calmée maintenant parce que j'ai plus accès à la télé. Mais Oh, petit poulet pour la télé. non, grand poulet. Gros poulet pour la télé. C'est pas Arthur le problème. On n'est pas couché, hein. Mais moi je connais mes chroniqueurs, j'analyse leur regard, je vois que c'est qu'il a. Il a des regards vides. Si t'analyses tes chroniqueurs, t'arrêtes l'émission tout de suite. Ils ont tous envie de pioncer là. Non, il est chaud. Non, moi je suis chaud. Ouais, après on va dans le mais on va faire un deuxième ou pas ? Son téléphone il sonne dans 3 minutes et tu seras dans la merde. Mais Non, elle dort, elle travaille demain. Je pense à toi, Carla. Oh, c'est beau. Ça sera dans les off. Laisse-lui, je m'en fous. Carla, ça fait vraiment candidate de télé-réalité en plus. Carla Moreau, oui. Dans les Marseillais. Elles sont de famille et tout en plus. Je suis un big fan. Il y a le nom de la candidate des Marseillais. Excusez-moi, il est con. Oui, j'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Il faut que ça cesse. Cacaboudin.